Donc voilà, c'est parti. Donc le premier webinaire de cette année, c'est avec l'AREC. Donc merci beaucoup Raphaël Bugnales, je vais te laisser te présenter et présenter les données que vous collectez sur les énergies renouvelables, les gaz à effet de serre en Nouvelle-Aquitaine. On aura donc plusieurs chapitres et ce qu'on vous propose, c'est de poser des questions à chaque fin de partie en levant la main. Ça sera plus simple. On n'est pas très nombreux, mais voilà, en levant la main, on pourra vous donner la main pour que vous posiez les questions en live. Merci à tous et Raphaël, je te laisse partager la présentation et puis. Ouais, ça marche. Alors, là, normalement, vous devriez voir mon écran. Je vais même, voilà, plein écran. Voilà, normalement, vous devriez le voir, c'est bon. Oui, Eh bien, écoutez, alors bonjour à tous. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui. Alors je pense que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas et alors connaissez peut-être la REC du temps de l'ancienne directrice qui était Amandine Loeb, qui était là depuis un petit moment et je sais qu'elle était déjà intervenue auprès du R3, donc voilà, vous la connaissiez peut-être. Elle est partie pour information dans le courant du mois de septembre l'an dernier. Donc moi, je suis Raphaël Bunales. J'étais anciennement le directeur adjoint et le coordinateur de l'Observatoire régional énergie GES biomasse. Et donc, je suis maintenant voilà, directeur de la structure. Donc, ça me permet déjà de faire votre rencontre et votre connaissance. Je vais avoir pour tâche de vous présenter un petit peu un état des lieux, un panorama voilà, de la situation des données, des informations qu'on peut avoir en fait sur la thématique énergie GES. Et puis, on va voir on va probablement déborder un petit peu en fait sur des thématiques un petit peu voisines. L'idée, c'est de vous présenter un peu les informations qui sont disponibles et auxquelles enfin, voilà, vous pouvez avoir accès. Je me suis rendu compte en préparant l'intervention, alors que même si on a 2 heures, c'est assez long. En fait, je ne sais pas si si c'est suffisant pour rentrer vraiment dans les détails d'une thématique. Donc, je m'excuse par avance si vous êtes frustrés parce qu'on survole peut-être certains de vos centres d'intérêt. On pourra échanger, hein, évidemment, au moment des questions-réponses. L'idée, c'est vraiment d'essayer de balayer l'ensemble des thématiques. Mais voilà, j'espère que, en tout cas, ça répondra à vos questionnements éventuels, on va dire. Alors, un petit mot rapidement, mais je pense que ça, vous l'aviez peut-être déjà en tête, mais voilà, dans le doute, je préfère le faire. Un petit mot de présentation sur l'AREC Nouvelle-Aquitaine. Donc, l'AREC, c'est l'acronyme de Agence régionale d'évaluation environnement et climat. C'est une association qui est basée à Poitiers. Alors, à Poitiers et à Bordeaux. Voilà, la particularité, c'est que le siège de l'association est à Poitiers. C'est une ancienne structure qui était de Poitou-Charentes. Voilà, à l'époque assez lointaine maintenant des anciennes régions. Donc, le siège est toujours à Poitiers, mais il y a une antenne à Bordeaux. On est une structure de 14 personnes, donc une dizaine à Poitiers, 4 à Bordeaux. Le financement principal, c'est à hauteur de 80%, c'est conjoint par l'ADEME et la région de Nouvelle-Aquitaine. Et nos missions, alors pendant très longtemps, c'était d'apporter des données. Maintenant, au-delà d'apporter de la donnée, c'est d'apporter de l'information. C'est vraiment de la donnée commentée, remise en contexte et avec des critères d'appréciation, on va dire, pas simplement de la donnée brute, à destination au départ de l'ensemble des porteurs de politique publique. Alors, porteurs de politique publique, ça peut être évidemment Région Nouvelle-Aquitaine, ça peut être service de l'État ou agence de l'État, ça peut être des collectivités territoriales qui vont avoir les missions. Donc en général, c'est pas trop les communes, mais c'est plutôt à partir des EPCI, on va dire, des communautés de communes jusqu'au département. Les énergéticiens aussi, qui peuvent aussi porter un certain nombre de missions de services publics sur ces sujets-là.
dans deux gros domaines. Un domaine énergie, gaz à effet de serre et plus largement maintenant énergie-climat, on va dire. Enfin, on y reviendra sur la thématique climat. Et un autre domaine sur tout ce qui est déchets et économie circulaire. Donc ça passe par l'animation de deux observatoires régionaux, un observatoire ORDEC déchets économie circulaire, un observatoire OREGES énergie GES. Un observatoire derrière, c'est un réseau de plusieurs dizaines de partenaires, chaque partenaire apportant de la donnée, de l'information, de l'expertise, des éléments, on va dire, au pot commun, en fait, pour alimenter les travaux, les données et les connaissances de l'observatoire. L'AREC, c'est la structure qui récupère toutes ces informations, les compile, les mixe, en produit des bilans et anime, on va dire, la vie de ces observatoires, diffuse, mais c'est pas, voilà, je précise, la REC, c'est pas la structure, enfin, l'observatoire, c'est pas la REC, quoi. C'est vraiment un réseau de partenaires. La REC en est la structure peut-être un peu centrale, mais il y a des partenaires techniques derrière qui bossent sur chacun des deux et qui produisent, on va dire, pour le compte de l'observatoire. Voilà. Alors, pour la suite, moi, je vais parler exclusivement énergie, gaz à effet de serre. Déjà parce que j'ai l'impression que c'est la thématique plutôt qui vous concerne. Ensuite, comme je disais, j'étais avant, moi, spécialisé sur cette thématique-là. Je connais un peu moins, je commence à la connaître un petit peu, mais un peu moins la thématique déchets économie circulaire. Si vous avez des questions, évidemment, je pourrais y répondre ou vous orienter vers les bonnes personnes au sein de la structure. Juste un point, en fait, parce que au départ, j'avais prévu de mettre ça à la fin, mais c'est plus simple de mettre ça au tout début. Finalement, je vais vous présenter pas mal de choses, mais sachez que vous avez déjà des données qui sont en libre accès, en fait, auxquelles vous pouvez accéder. On a trois sites de data visualisation de données, deux plateformes de data vis spécifiques à chaque observatoire, donc une spécifique pour l'OREGES et une spécifique pour l'ORDEC. C'est sur notre site, donc c'est oreges.arec Nouvelle-Aquitaine et ordec.arec Nouvelle-Aquitaine. Je pourrais vous mettre les liens en commentaire, évidemment. Sur ces sites-là, vous allez avoir des données alors, à l'échelle régionale et départementale, et puis des données, des focus sur les différentes filières, filière ENR notamment, des focus sur des secteurs d'activité, sur des panoramas, des évolutions, des cartes, des cartographies d'installation, etc. Quelques éléments socio-éco, on parlera d'empreintes carbone ou d'empreintes matière notamment qui sont disponibles ici. Et c'est chaque site, on va dire, grosso modo, c'est à peu près 50 000 données, en fait, qui sont mises à jour au fil de l'eau, en fonction des actualisations, des données disponibles, etc. En complément, il y a une autre plateforme qui existe qui s'appelle Terristory, où là, l'idée, c'est de retrouver des données à l'échelle des territoires. Donc là, on a de la donnée plus spécialisée. À l'échelle des territoires, ça peut être à l'échelle des communes, à l'échelle des communautés de communes, des PNR, des départements, des schémas de cohérence territoriaux ou autres. Et là, l'idée, c'est de retrouver en fait, voilà, des informations sur tout un tas de thématiques. Donc conso d'énergie, stockage de carbone, voilà, émissions de gaz à effet de serre, production NR. On a des données climatiques maintenant qui commencent à arriver, on en reparlera. Voilà, donc là, Terristory, en fait, vu qu'il y a de la donnée territoriale, on est sur une volumétrie plus importante, c'est 3 millions de données qu'on met à jour grosso modo une fois par an. Des fois c'est un petit peu plus, mais voilà, c'est un boulot un peu plus grand de plus grande ampleur, donc c'est pas mis à jour au fil de l'eau. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter par la suite, on va dire la grande majorité des données, vous pouvez les retrouver en fait sur ces sites-là. Évidemment, moi, la manière dont c'est présenté, c'est aussi avec l'interprétation qui va avec. Mais voilà, les données sont. Je précise que les données sont publiques et que vous pouvez y accéder. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, ça, je vais passer très vite parce qu'en fait, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. C'est des éléments un petit peu génériques sur le contexte climatique mondial, voilà, sur l'augmentation, enfin le niveau de réchauffement, la cause d'origine humaine est liée aux émissions de GES. Donc ça, je peux passer assez rapidement. Et puis la déclinaison en fait qu'il y a à l'échelle du territoire et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Enfin voilà, je pense pas que j'ai forcément besoin de rentrer dans plus de détails aujourd'hui. Donc, on va commencer plutôt maintenant. Alors, la première partie, ce que je vous propose, c'est de parler des besoins énergétiques et des émissions de GES de la Nouvelle-Aquitaine. Donc là, on va parler consommation d'énergie concrètement et émissions de gaz à effet de serre. Et on parlera un peu plus tard. Alors, je parlerai un petit peu en lien avec ces consommations d'énergie. Je parlerai aussi un petit peu des objectifs régionaux, notamment des objectifs du SRADET. Je le précise parce que je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais c'était intéressant de les placer dès maintenant. Alors, besoins énergétiques en Nouvelle-Aquitaine. Donc la Nouvelle-Aquitaine, c'est grosso modo 160 TWh d'énergie de consommation par an. C'est à peu près 10% de la consommation nationale. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Avec une consommation qui est en baisse d'un peu plus de 10% depuis 2010. Donc en quasiment 15 ans, on a eu une baisse de 10% des consommations d'énergie. On était à plutôt 180 voilà, en 2010 et on atterrit plutôt aux alentours de 160. Quand on regarde dans le détail, on voit que la baisse, elle n'est pas la même sur tous les secteurs consommateurs. Concrètement, on voit que la baisse, elle a été essentiellement marquée au niveau du bâtiment, donc secteur résidentiel et secteur tertiaire, où là, on a, voilà, sur les 20 TWh de gagné, on en a 17 qui viennent de ce secteur-là. Donc une baisse de voilà, plus de 22% en fait sur les consommations du bâtiment. Ce qui est intéressant dans le bâtiment, alors c'est encore plus marqué ailleurs, mais c'est qu'on a à la fois une baisse des consommations et aussi, on va voir les conséquences derrière, une évolution du mix de consommation vers des énergies moins carbonées. C'est-à-dire qu'on a une baisse de consommation, notamment de produits pétroliers, de fuel, et une tendance à un rebasculement vers notamment l'électricité. Le deuxième poste consommateur, et ça va être un sujet, c'est le secteur des transports, où là, le secteur des transports, donc c'est 60 TWh en 2010, et c'est quasiment la même chose en 2024. C'est un secteur où les consommations ne diminuent pas. Donc là, on va voir, ça va être c'est un des enjeux justement des années à venir, c'est que le transport et le transport routier notamment était un des secteurs les plus consommateurs en 2010. C'est maintenant largement le secteur le plus consommateur. Et c'est celui sur lequel, alors, on a des perspectives de baisse de consommation, mais on a une tendance, en tout cas sur les 15 dernières années, grosso modo, enfin, à la stabilité, avec un contraste entre quelques gains en termes d'efficacité énergétique, mais une augmentation du trafic, en fait, qui vient compenser ces gains. Voilà. L'industrie, donc c'est à peu près 20% des consommations. Pareil, on a une baisse qui est assez faible entre 2010 et 2024. Sur l'industrie, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que là, on a une évolution assez marquée du mix de consommation d'énergie. En faveur d'énergie moins carbonée. C'est-à-dire qu'on avait encore des consommations de fuel, notamment, qui étaient assez marquées en 2010, qui sont maintenant bien plus faibles et une tendance à l'utilisation, en tout cas à l'usage de plus en plus de ressources renouvelables ou l'utilisation de ce qu'on pouvait considérer comme des déchets auparavant, maintenant comme des ressources en fait, comme des sources d'énergie. Donc on va voir l'effet que ça a notamment sur les émissions de GES tout à l'heure, ce qui sera assez intéressant. Et enfin, dernier secteur, alors c'est l'agriculture. L'agriculture, sa particularité, c'est que c'est un secteur qui est peu consommateur. C'est, je crois, 5% à peu près des consommations d'énergie. Alors, plutôt en hausse. En réalité, la hausse, là, doit être quand même relativisée parce qu'on est sur un secteur qui est peu consommateur, qui n'est pas si évident à estimer en termes de consommation. On pense qu'il y a eu une hausse assez, une légère tendance à la hausse, mais pas très marquée. Je ne sais pas si c'est plus 5. On va dire c'est entre plus 2 et plus 8. Mais voilà, sachant que c'est encore une fois pas un secteur très consommateur, la particularité de l'agriculture, c'est que les émissions sont essentiellement dues à des causes non énergétiques, donc émissions du bétail, enfin voilà, émissions liées à l'élevage, pardon, et émissions liées aux cultures.
en deuxième position, peut-être. Donc, évolution depuis 2010, moins 10% en termes de consommation d'énergie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à moins 18% en énergie fossile, pétrole notamment. Pour autant, il faut bien garder en tête que les énergies fossiles, les ressources fossiles, c'est encore plus de la moitié des consommations d'énergie. 55% des consommations d'énergie en 2024, ce sont des énergies fossiles. Concrètement, c'est à peu près 40% du pétrole. À environ 15% de gaz. Les consommations de charbon maintenant sont vraiment marginales. Voilà, il y en a quasiment plus. Il y en avait encore un petit peu en 2010. Là maintenant, je crois il doit y avoir peut-être un ou deux sites industriels, voilà, qui consomment encore du charbon. Un point intéressant, c'est finalement la part de l'électricité qui reste relativement stable en termes de conso d'énergie, alors qui peut poser même problème, hein, ça commence à faire l'objet de débats. Euh, C'est-à-dire qu'on a une consommation d'électricité, pareil, en valeur absolue, qui a eu tendance à diminuer entre 2010 et 2024. Son poids, en réalité, dans les consommations d'énergie reste stable, parce qu'on a plutôt un transfert des ressources fossiles vers les autres. Les autres sources, il y a deux catégories. C'est essentiellement ce qu'on appelle des énergies renouvelables thermiques, l'utilisation de biomasse à des fins de chaleur, par exemple, en premier lieu. Et il y a aussi l'utilisation de chaleur ou de vapeur comme énergie finale. Donc ça peut être de chaleur via des réseaux de chaleur ou l'utilisation de vapeur industrielle. Voilà. Mais c'est essentiellement, là, ce pourcentage est essentiellement dû aux énergies renouvelables thermiques. Voilà un premier panorama en fait qui peut être fait sur les consos d'énergie. Quand on traduit la même chose en émissions de GES, ce qui est intéressant, c'est que on voit que la baisse en fait est plus marquée que sur les consos d'énergie. On était à moins 10% de consos d'énergie, on est à moins 19 en émissions de GES. Ça, c'est dû à... Alors, il y a deux choses derrière, en plus des questions de sobriété énergétique qui commencent à se voir. C'est premièrement l'évolution du mix. Comme je disais, on a un mix énergétique qui tend quand même à se décarboner, donc qui fait, à consommation égale, qui fait baisser les émissions. Et un autre point qui n'est pas négligeable quand même, c'est aussi les émissions dans l'agriculture, où là, on n'est pas sur des émissions énergétiques, on est essentiellement sur des émissions liées à l'élevage et aux cultures. Et on a en fait un monde agricole où concrètement, en tout cas, les émissions agricoles sont dominées par les émissions dans l'élevage. Or, l'élevage en Nouvelle-Aquitaine on va dire, souffert un peu plus que la moyenne nationale, a connu une diminution un peu plus élevée que la moyenne nationale. Donc, ce qui explique en fait une baisse assez marquée des émissions dans l'agriculture. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est intéressant de voir, c'est de voir que le bâtiment, on était à moins 23%, je crois, de conso d'énergie, on est à moins 43% en émissions de GES. Donc on a vraiment à la fois une baisse de consommation et une décarbonation dans le mix. Dans l'industrie, on était à une stabilité des consommations, on est à moins 36% d'émissions de GES. Donc là, pareil, c'est vraiment, c'est alors dû en lien à, enfin, c'est essentiellement dû à l'évolution du mix énergétique. Il y a aussi quand même derrière une petite partie dans l'industrie qui sont des émissions qu'on appelle non énergétiques. C'est notamment tout ce qui est décarbonatation dans les cimenteries. On a eu une baisse en fait, voilà, avec une fermeture de cimenterie, hein, notamment en Angoulême, donc qui a impacté aussi la baisse des émissions, mais c'est pas l'effet majeur, on va dire. Donc 15% de baisse d'émissions d'agriculture et les transports, comme je disais tout à l'heure, et ben en fait où on a eu moins 2% de conso d'énergie, et on n'est même pas à moins 3% d'émissions de GES en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Voilà. En termes de composés, en fait, quand on regarde sur les différents gaz à effet de serre, donc CO2, CH4, N2O et fluoré, j'ai mis tous les fluorés ensemble. Euh, Ce qui est intéressant de voir, c'est que la baisse se concentre essentiellement au niveau du CO2, donc c'est en lien avant tout avec les questions d'énergie. Ce qu'on voit derrière, c'est plus les consommations d'énergie. La baisse des émissions, il y a une baisse quand même assez marquée dans le CH4, là qui est plus à relier essentiellement avec l'élevage, un petit peu aussi avec le traitement des déchets.
mais on est plutôt sur des questions d'élevage derrière. Un autre point intéressant, alors qui est pas majoritaire hein, dans l'ensemble, mais qui est quand même notable, en tout cas en valeur relative, c'est la baisse assez marquée des émissions de fluoré. La baisse des émissions de fluoré, elle est à rapprocher à l'évolution de la réglementation qui a lieu depuis 2015, je crois, qui a modifié la composition des gaz dans les installations de clim, notamment. Enfin, les installations, non, les installations enfin, y compris les installations frigorifiques aussi. Je dis une bêtise, il n'y a pas que les clims. Et en gros, on n'a plus les mêmes composés qu'auparavant. Les composés ont un pouvoir de réchauffement global plus faible. Et donc, en lien avec le renouvellement du parc et l'entretien des installations, on a une baisse mécanique en fait des émissions de fluoré, alors que le parc de climatisation, lui, a eu tendance à augmenter. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder un peu plus dans le détail, en fait, secteur par secteur. Alors, je précise, en fait, je ne sais pas forcément si vous avez des secteurs d'activité qui vous intéressent plus que d'autres. Donc, n'hésitez pas à me couper ou si je dis des choses qui sont évidentes et qui vous intéressent pas trop, ou alors, voilà, si c'est pas des secteurs d'activité qui vous concernent directement, parce que je voudrais pas, voilà, l'idée c'est peut-être qu'on passe peut-être plus de temps sur des choses qui pourraient vous intéresser. Alors, au niveau des besoins énergétiques dans le résidentiel, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, ce que vous avez à chaque fois, secteur par secteur, dans le tableau en haut à gauche, c'est l'évolution des consommations d'énergie et des émissions de GES entre 2010 et 2024, et un rappel des objectifs. Alors, le SRADET, je ne sais pas si tout le monde connaît ce document, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'équilibre des territoires. C'est un document de planification qui est co-réalisé entre l'État et la région Nouvelle-Aquitaine, qui doit décliner grosso modo les objectifs nationaux en matière alors, réduction d'énergie, émission de GES, production de NR, notamment, et émission de polluants aussi. Et bah, il y a même tout un tas il y a même d'autres points hein, que je pourrais pas vous citer, mais il y a notamment, on va dire, ces thématiques-là. Et donc, avec des objectifs qui avaient été fixés, le SRADET de Nouvelle-Aquitaine, il est sorti en 2019 et il fixait des objectifs justement en 2030 par rapport à l'année 2010. C'est la raison pour laquelle souvent on parle je prends 2010 en fait comme année de référence. Ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que dans le secteur résidentiel, on est grosso modo à quasiment moins 25% de consommation d'énergie entre 2010 et 2025. L'objectif, c'est moins 36 entre 2010 et 2030. Alors, je vais pas dire qu'on est dans les clous, parce que c'est l'objectif un petit peu ambitieux, mais on n'en est pas très loin. C'est-à-dire qu'on a une trajectoire qui est quand même assez intéressante. En termes de baisse de consommation d'énergie, en termes de baisse d'émissions de GES, l'objectif c'est de diminuer 2 tiers les émissions de GES entre 2010 et 2030. Actuellement, on en a enlevé 40%, donc là on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a une évolution du mix énergétique à poursuivre, mais voilà, on a quand même une trajectoire à la baisse qui est assez intéressante. Derrière, bon, la répartition que vous avez ici, c'est la répartition par source d'énergie. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que sur le résidentiel, les deux énergies principales, c'est l'électricité en premier lieu et le bois énergie des ménages, en fait, derrière. Une part d'énergie fossile qui se réduit, notamment sur l'usage du fioul et du gaz, mais qui doit être nuancé, je vais y venir juste après. En termes d'usage, en fait, une consommation qui est essentiellement liée au chauffage. Ou avoir en tête que le chauffage, c'est à peu près 70% de la consommation d'énergie du secteur résidentiel. En ce qui concerne les consommations par type d'énergie, quand je disais qu'il faut le nuancer, je l'illustre en fait par la slide d'après. Ce que vous avez ici, en fait, c'est la répartition des. Alors, c'est pas des consommations d'énergie, attention, mais ce sont les énergies principales de chauffage des habitations. C'est toujours un petit peu complexe. On peut avoir un logement qui s'est chauffé au gaz avec des radiateurs électriques.
voilà, typiquement, ou un logement qui chauffe à l'électricité avec du chauffage au fioul. Là, l'idée, c'est de regarder quelle est la source de chauffage principale. C'est une source INSEE qui est assez fiable. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des grosses disparités d'un territoire à l'autre. Concrètement, en fait, ce qu'on voit ressortir ici, c'est que les logements chauffés au gaz sont essentiellement dans les zones urbaines, c'est-à-dire là où il y a du réseau, hein. Ça paraît évident quand on regarde, mais à première vue, voilà, j'explique un petit peu les disparités qu'on peut observer. On a un effet un petit peu négatif avec les logements chauffés au fioul, c'est-à-dire que c'est pas exact, la somme des deux est pas constante, mais souvent là où on ne peut pas chauffer au gaz, on a tendance à avoir des chaudières au fioul. C'est la raison pour laquelle on a des parts de logements chauffés au fioul en fait qui sont plus importantes en zone rurale, dans l'ex-Poitou-Charentes, on va dire, l'ex-Limousin et la partie est en fait de l'ex-Aquitaine. C'est moins le cas en fait sur la côte atlantique, simplement parce que sur la côte atlantique, on a une part de logements chauffés à l'électricité qui est un peu plus importante. Ça vient derrière aussi de la typologie des logements. On a aussi plus d'appartements, voilà, moins de maisons individuelles, etc. Et une part, enfin, alors la part d'énergie principale autre, ça c'est une distinction qui n'est pas encore possible, mais qui devrait bientôt arriver côté INSEE. Dans autre, en fait, c'est essentiellement chauffage au bois et alors de plus en plus pompe à chaleur. Pendant longtemps, autre, on considérait que c'était du bois, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça. Et où là, en fait, ce qu'on voit apparaître, c'est souvent plutôt les zones forestières ou zones de montagne. Voilà. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'évolution qu'on regarde au niveau régional, elle doit être nuancée si on travaille à l'échelle de territoire, parce qu'on n'aura pas du tout les mêmes constats si on est sur un territoire de Charente-Maritime ou sur un territoire d'Aix-Limousin, par exemple, avec un mix énergétique qui sera assez différent d'un territoire à l'autre. Voilà pour l'habitat. Je vais vous parler maintenant du secteur tertiaire. Secteur tertiaire, alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est pareil sur une baisse des consommations d'énergie, alors un tout petit peu moins marquée que dans le résidentiel, mais qui est quand même assez soutenue. Une baisse des émissions de GES là, qui est assez forte qui est lié à l'évolution du mix énergétique, à la baisse des consommations d'énergie et beaucoup aussi au fluoré. Parce qu'en fait, les gaz fluorés étaient majoritairement émis dans le secteur tertiaire. Et ce que je vous disais, l'évolution de la réglementation, dans le secteur tertiaire, il y a beaucoup plus de contrôle en fait dans les clims. Et donc, il y a eu des remplacements de gaz en fait qui ont été plus effectifs. Donc, qui se retrouvent plus dans ce secteur-là pour information. Le secteur tertiaire, c'est un secteur qui est relativement peu carboné. On voit qu'il y a une grosse part en fait d'électricité, des consos de gaz quand même assez marqués. Pourquoi? Parce que souvent le tertiaire va être surreprésenté dans les zones urbaines. En gros, c'est pas une règle écrite, mais le secteur tertiaire, la densité du secteur tertiaire, c'est en fonction de la population au carré, quoi. Voilà, pour avoir une idée. Et donc, vu qu'il est plus représenté en zone urbaine, c'est sur des territoires justement où il y a des réseaux de gaz, et donc il y a une part de gaz qui va être un petit peu plus importante. Dans la répartition des consos, ce qu'on voit, c'est que le chauffage, c'est pas la seule part. Là, on est plutôt sur 40%. On a beaucoup plus d'électricité spécifique et de climatisation. Alors là, pareil, il y a des nuances en fait qu'on peut regarder. Alors plutôt que de regarder par territoire, en général, on regarde plutôt par branche. Là, ce que je vous donne, alors c'est pas pour rentrer plus que ça dans le détail, mais c'est pour vous dire ce qui peut être faisable. C'est là, vous allez avoir une répartition des consommations d'énergie en fonction des principales branches du secteur tertiaire, donc les bureaux, les cafés, hôtels, restaurants, les commerces, les bâtiments d'enseignement, etc. Et c'est intéressant de voir que on va avoir un mix énergétique qui va être un petit peu différent de l'un à l'autre et évidemment des consommations par usage en fait qui vont aussi varier. Ça paraît évident hein, dans les cafés, hôtels, restaurants, on aura plus de cuisson et voilà, enfin typiquement que sur d'autres types quoi. Enfin voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est pour avoir une idée un petit peu des données qu'il est possible d'avoir. Ces données-là sont pas en libre accès, mais voilà, c'est des choses qui peuvent être sur lesquelles on peut aussi travailler.
J'arrive maintenant aux besoins énergétiques des transports. Transport, comme je disais tout à l'heure, c'est devenu maintenant le secteur le plus consommateur, le plus émetteur. C'était l'un des plus consommateurs et plus émetteurs il y a 15 ans, mais maintenant, voilà, il y a plus de débat. Et la particularité, on le voit bien ici, c'est qu'en fait, les consommations d'énergie ne diminuent pas ou diminuent très peu. Il y a évidemment eu un cas particulier, c'était l'année 2020, donc avec voilà une chute assez marquée en fait, qui a été avec une reprise progressive en 2021, puis surtout en 2022. Et ce qu'on voit derrière, en fait, voilà, c'est on a du mal à faire baisser les consommations. Oui, je vois qu'il y a une main levée. Ah, pardon, Ouais, non, 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 ouais. si, 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 c'est bon. Ouais, je sais pas si j'ai plus entendu les règles que nous avait fixées Evelyne, mais bon, c'est pas, elle m'en voudra pas. Elle sait que les règles et moi, on n'est pas copains. Non, j'ai juste deux petites questions là, avant que tu continues. D'abord, merci. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais là, quand tu parles des transports et de enfin, de tout ce dont tu as parlé avant, quand tu dis que entre 2010 et 2024, il y a eu une baisse ou une augmentation de la demande énergétique, etc. Est-ce que ça s'est mis en relation avec la baisse ou la hausse du nombre de choses transportées, etc. Parce que, bien sûr, si on détruit toutes les maisons, forcément, il y aura plus trop de demande énergétique au niveau des maisons. Toi, transport, si on interdit, en effet, 2020, il n'y avait plus de transport du tout, donc forcément, ça a baissé. Donc, est-ce que ça s'est mis en relation ou est-ce que ça serait trop complexe? C'est une vraie Alors, question ouverte? Vas-y, pardon. ouais, ouais, non, non, question super intéressante. Et ben, dans ce cas-là, je propose de passer directement, si je dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Non, non, ben, alors, Non, mais, mais si tu en parles après, je peux attendre. et Hein, ben non, pas mais je de- savais plus si j'avais des chiffres à donner. En fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les transports, quand on rentre un petit peu plus dans le détail, on voit qu'il y a en réalité un peu plus de subtilité. La première, c'est qu'en gros, entre 2010 et 2019, on a clairement une stabilité. C'est-à-dire qu'on avait en fait sur cette décennie-là, on a eu une tendance, on va dire, à une augmentation du trafic qui compensait les gains qui étaient peut-être un peu marginaux qu'on avait en matière de conso et d'émissions de GES. Ce qu'il faut avoir en tête, grosso modo, alors c'est un peu moins le cas maintenant, mais en gros, les émissions de GES, ça variait comme les consos d'énergie, avec un tout petit modulo, c'était l'augmentation de la part des biocarburants, qui avait tendance à augmenter un petit peu au fil du temps. Mais ce qu'on voyait, en fait, c'est que sur la décennie 2010, le trafic avait tendance à augmenter un petit peu, les émissions ou les consos unitaires avaient tendance à diminuer un petit peu, et en gros, les deux s'équilibraient. 2020, voilà, 2020, le problème que ça a eu, c'est que ça a perturbé un petit peu l'analyse qu'on pouvait faire, parce que ça s'est répercuté sur les années d'après. Mais ce qu'on constate quand même depuis, alors on commence à le voir là, mais c'est très timide, c'est une tendance quand même un peu plus marquée à une baisse de trafic. Alors là, je le dis d'un point de vue général. Quand on regarde en fait dans le détail, on voit on a quand même deux tendances un petit peu contradictoires, c'est-à-dire sur le transport de personnes. Là, on voit qu'on a tendance à avoir un petit peu moins de trafic. Et depuis un peu plus longtemps, on va dire. Donc, la baisse est timide, elle n'est pas à hauteur des enjeux. Hein. Il faut pas, voilà. Mais on a une baisse de trafic en fait qui s'amorce et qui semble se confirmer année après année. Donc ça, c'est le point plutôt positif. En revanche, ce qu'on constate aussi, c'est que sur le transport de marchandises, alors transport de marchandises, je mets un bémol, c'est que c'est pas si évident que ça de l'isoler, c'est-à-dire qu'on peut avoir des informations sur les types de véhicules. Donc les poids lourds, c'est facile, on va considérer que c'est du transport de marchandises. Il y a un bémol sur les véhicules utilitaires. Enfin, en gros, en nomenclature, on va considérer que les voitures particulières, c'est du transport de personnes, mais il y a une petite part de marchandises. Et les véhicules utilitaires, c'est du transport de marchandises, mais en réalité, c'est pas que ça. Voilà. Et c'est un peu plus, la limite n'est pas non plus si facile que ça à voir. Ce qu'on constate par contre, c'est que sur le transport de marchandises, on a une tendance à l'augmentation du trafic.
Et voilà, donc il y a quand même un sujet, c'est-à-dire que quand on isole les deux, on voit que sur le transport de personnes, il y a des efforts qui commencent à porter leurs fruits, et ça c'est plutôt positif. Sur le transport de marchandises, c'est moins évident. Un des points qu'on peut avoir en tête, mais là c'est plus de l'interprétation, c'est on voit que on rentre dans des modes de consommation, par exemple, beaucoup plus, je vais dire individuels, mais voilà, où on commande sur Internet et on se fait livrer le lendemain. Tout ça, voilà, c'est par VUL, et en fait, ça contribue quand même à une augmentation un peu générale du trafic. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'est un des points en fait voilà, qui tendent, à mon sens, à ralentir en fait la baisse des consos Ok, derrière. super. Et j'avais une toute petite deuxième question, là c'est beaucoup plus court, c'est juste deux transparents avant, là tu as mis bois et pompe à chaleur en même temps. Pourquoi les pompes à chaleur sont avec le bois et pas avec la source énergétique qui les fait fonctionner? Eh ben, c'est une très bonne question, mais en Ouais, fait, moi aussi, ça m'a beaucoup surpris. alors, ces données-là, pour tout vous dire, ce sont des données INSEE, en fait. C'est des données issues du recensement. C'est-à-dire que l'INSEE, en fait, enquête, enfin, c'est pas une enquête, d'ailleurs, elle interroge l'ensemble des habitants, et sur la partie, la question de l'habitation, en fait, il y a une question sur la source d'énergie principale de chauffage, en fait, au niveau des habitations. Cette question-là, elle n'a pas changé depuis des années. Et donc, avant, c'était, voilà, en gros, il y a fuel, il y a gaz en bouteille, gaz de réseau, électricité. Et la dernière partie autre, avant autre, c'était le bois et le charbon. Voilà, bon, maintenant du charbon, il n'y en a plus. Et ça pose même, en fait, enfin, c'est tout un débat. Nous, alors, à notre maigre niveau, mais on essayait de faire évoluer justement ces questions-là, parce que la question des pompes à chaleur, ça pose même à notre sens, ça se pose même la question sur la précision des réponses. Je pense que des gens qui ont des pompes à chaleur vont répondre qu'ils chauffent à l'électricité. Enfin, on a un peu peur qu'il y ait une porosité en fait entre les deux. Et Ok, pour tout dire, l'INSEE en fait a prévu d'isoler les pompes à chaleur dorénavant, d'avoir une réponse spécifique sur les pompes à chaleur, et donc la partie autre, ça deviendrait exclusivement du bois énergie. Et donc voilà, ce serait plus intéressant. Mais ça vient en fait des questions d'accord. de la nomenclature Ok, des données de recensement INSEE. ok, d'accord. Merci beaucoup. Donc ouais, sur les questions de transport, si voilà, pour illustrer ce que je viens de dire, il y a ça. Là, ce qu'on a ici, en fait, c'est la consommation donc sur le transport de personnes. On voit qu'on a eu une petite baisse. Alors là, c'est entre 2015 et 2024. Les données avant 2015 sont moins fiables. Je préfère pas trop m'appuyer dessus. Mais on voit bien, voilà, sur le transport de marchandises, donc poids lourd et et VUL, on a une tendance à l'augmentation. Et donc, ça vient un petit peu compenser la baisse qu'on pourrait avoir sur le transport de personnes. Euh, un autre élément, en fait, alors ça, c'est plus des ordres de grandeur, mais à avoir en tête, le transport routier, c'est près de 200 millions de kilomètres parcourus par jour sur la région. C'est pour vous donner enfin, c'est colossal, hein. On s'en rend pas compte, mais voilà, c'est vraiment colossal. 80% de ce trafic, donc c'est voilà, plus de 70 milliards de kilomètres par an. 80% de ce trafic, c'est sur le réseau ou national ou départemental, autoroute aussi évidemment. Alors avec une part de trafic local, hein, c'est pas que faut pas, j'ai pas dit trafic de transit, hein, pas du tout. Et la répartition en termes de trafic, les voitures particulières, c'est 70% du trafic et 50% des consos et des émissions. Les poids lourds, à l'inverse, c'est moins de 10% du trafic, mais c'est un quart des consommations et des émissions. Voilà. Et ensuite, on va avoir un détail, voilà, entre deux roues, bus et cars, véhicules utilitaires, on est à quasiment 20% en fait. Voilà. Est-ce que je crois. Ah oui, alors ça, c'est plus quelques ordres de grandeur, mais en général, c'est ce qu'on met un petit peu. Alors, enfin, de manière pédagogique, c'est toujours des graphes un petit peu complexes. Je suis désolé, j'avais oublié de vous prévenir. Je vais vous abreuver de chiffres, mais je pense que là, maintenant, vous avez compris. Donc, voilà, je vous demanderai pas de les retenir tous par cœur. L'idée, c'est juste que vous sachiez qu'il y a pas mal de données disponibles, mais je vous demande surtout pas de les apprendre. L'idée, c'est voilà sur la partie, bon, enfin pour
pour faire baisser les émissions dans le transport, on peut agir sur trois choses. C'est la consommation unitaire, donc gagner en progrès technologique, on va dire, faire baisser les consommations unitaires des véhicules ou basculer sur des véhicules qui consomment moins. Le contenu carbone, ça c'est quelque chose qui ne va pas forcément bouger. Un détail, c'est que nous, dans les émissions de GES qu'on comptabilise, on essaye dans le maximum de prendre en compte la phase amont. C'est quelque chose qui est demandé pour l'électricité, mais on le fait aussi. Alors on peut l'isoler sur les autres carburants, parce que concrètement, un véhicule essence qui roule, il émet du CO2 lié à la combustion du pétrole, mais il y a eu aussi du CO2, enfin des GES émis pour le raffinage du pétrole. Même si c'était pas sur notre territoire, on est quand même responsable de ça. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de prendre en compte aussi. Et la dernière chose, c'est aussi le taux de remplissage. Alors là, j'ai mis sur le taux de remplissage de personnes, mais on pourrait très bien aussi parler de taux de chargement des véhicules. Voilà. Voilà, et l'idée c'est évidemment de voir comment on peut basculer, voilà, enfin comment on peut jouer sur ces trois leviers, on va dire, pour faire baisser les émissions. Nouveau secteur, industrie. Donc industrie, là ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que les consommations d'énergie en fait ne bougent pas trop. Alors varient d'une année sur l'autre, mais on a plutôt une stabilité des consommations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit en fait, les énergies fossiles, elles sont en bas. Et on voit bien qu'on a quand même une tendance à la baisse au niveau des énergies fossiles qui se voit, et une augmentation, notamment sur la partie bois et autres ONR. Ça, avoir en tête, en fait, c'est que c'est une des particularités de la région. C'est que l'industrie, en fait, en Nouvelle-Aquitaine est fortement décarbonée. Pourquoi? Eh ben, ça vient notamment en raison de ce que je vais vous montrer juste après. C'est que là, vous avez la répartition des consos d'industrie, des consos de l'industrie en Nouvelle-Aquitaine par branche. En fait, près de 40% de la consommation d'énergie dans l'industrie, c'est l'industrie papetière en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est les papeteries. Alors, dans les Landes, mais pas que. Hein. Il n'y en a pas que dans les Landes. Mais ça représente 40% des consommations d'énergie, et une papeterie, par principe, enfin, par essence, on va dire, va essayer d'utiliser, en gros, le bois ou les résidus de bois, on va dire, qui ne sont pas utilisés pour fabriquer du papier, elle va les utiliser en les brûlant parce qu'elle a d'énormes besoins en vapeur. Et donc, ça lui permet, en fait, d'alimenter ses besoins en vapeur. Autant, il y a encore une vingtaine d'années, on avait tendance plutôt à traiter le bois non utilisé comme un déchet et à brûler du fioul. Et depuis, en fait, voilà, on est passé maintenant évidemment sur l'utilisation en fait de ces déchets, voilà, en ressources. Les autres principales industries consommatrices, c'est tout ce qui est plâtre. Alors, tout ce qui est, enfin voilà, les plâtreries, chaux et cimenteries. Fabrication de verre aussi beaucoup. C'est 15% des consommations d'énergie. Industrie agroalimentaire, il y en a beaucoup. Et ça, ce sont des industries plutôt carbonées, en fait. Là, il faut faire attention. Fabrication aussi, chimie, fabrication d'engrais, plutôt fabrication d'engrais d'ailleurs, où c'est pareil, ça a besoin pas mal d'énergie. Un élément à avoir en tête, c'est que dans l'industrie, il y a à peu près, nous on comptabilise à peu près 9000 établissements, je crois, sur la région. 50% des consommations d'énergie, ça doit être sur les 20 ou 40 établissements les plus consommateurs. La consommation d'énergie dans l'industrie, c'est ce qu'il y a de plus inégalement réparti sur le territoire. Voilà. Vous prenez voilà, les 100 industries les plus consommatrices et vous avez 70% de la consommation totale. Donc les 8900 qui restent, en fait, se partagent moins d'un quart de la consommation d'énergie. Voilà. Un dernier point en ce qui concerne l'agriculture. Alors, je m'excuse par avance parce que je voulais mettre autre chose derrière, mais je ne l'ai pas fait. Donc, en termes de consommation d'énergie, c'est ce que je vous disais, on est plutôt sur quelque chose d'assez stable. Secteur agricole plutôt dirigé vers les produits pétroliers, un peu d'électricité. Après, en termes de consommation d'énergie, la répartition par usage, c'est pas qu'elle veut pas dire grand-chose, mais c'est qu'on est sur des niveaux qui sont
plutôt faible. Et j'aurais voulu, mais je l'ai pas mis en fait, et je m'en excuse, plutôt parler de répartition des émissions de GES, parce que c'est plus là où c'est intéressant. Donc je vais vous le dire à l'oral. C'est que là, les émissions de gaz à effet de serre, en gros, ce qui est lié au conso d'énergie, ça doit faire peut-être 15% du total. Et c'est essentiellement, je crois que on est aux alentours de 55% des émissions, c'est vraiment lié à l'élevage. Et puis 30% à peu près qui sont liés aux cultures. L'élevage, ça va plutôt émettre du méthane et les cultures plutôt du protoxyde d'azote. Alors la distinction n'est pas si évidente, mais voilà pour donner un peu les ordres de grandeur et les répartitions. Derrière, un des gros points en fait, et qui cristallise pas mal, hein, c'est la baisse de l'activité agricole. Alors, notamment, voilà, en tout cas, ce qu'il voit en termes d'émissions de GES, c'est ce qui est lié à l'élevage. Je mets de côté, en fait, la crise viticole, par exemple, qu'on peut avoir en ce moment, simplement parce que la viticulture, c'est pas un secteur qui est ni consommateur d'énergie, ni émetteur de GES. Donc, en fait, ça va pas se voir dans les thématiques qu'on traite, nous. Mais voilà, c'est pour faire écho, on va dire, un petit peu avec la crise agricole qu'on peut connaître en ce moment. Voilà sur les consos d'énergie. Alors, je suis désolé, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu. Encore une fois, je vous ai abreuvé de chiffres et j'en ai conscience, je m'en excuse. Mais voilà. Si vous avez des questions avant qu'on passe à la suite, je vous écoute. Oui, je vous laisse, enfin, allez-y, hein, je vous laisse lever la main et puis peut-être intervenir, hein, Oui, bonjour. Oui, Jean-Paul Gobert, vous m'entendez? Oui. Oui, juste j'avais une question sur les transports, entre la corrélation entre le slide 13 et le slide 14. Et effectivement, si on regarde la part du trafic, on est à peu près, si je me souviens bien, à 70% de véhicules, de voitures, et puis les poids lourds Mhm. représentent que 8%. Mais par contre, si on regarde sur ces transports la conso électrique, le schéma qu'il y avait au slide 13, on voit que la part de l'électrique ne décolle pas du tout, enfin, ou alors en tout cas Mhm. décolle très peu en relation, en tout cas en proportion avec les produits pétroliers. Donc, ça veut dire qu'on est très loin des objectifs d'arriver au tout électrique. Donc, c'est quasi une utopie, non? Alors, en effet, vous faites bien de revenir dessus, parce que c'est un sujet que j'ai pas abordé. La question de l'électrification. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que clairement le moyen. Alors, enfin, j'essaye de le dire de manière la plus objective possible, hein. Ce qu'on constate en fait, c'est que la décarbonation des transports, derrière les transports, c'est avant tout le transport routier. On peut parler des autres modes de transport, mais on est avant tout là sur le transport routier. La décarbonation du transport routier, ça ne passera pas par une baisse du trafic, ou en tout cas, ça ne passe pas par une baisse du trafic. Par contre, si on bascule sur une électrification du transport routier, les ordres de grandeur à avoir en tête, c'est que un véhicule routier, alors à taille équivalente, je précise, mais un véhicule électrique va consommer à peu près 3 fois moins qu'un véhicule thermique, parce qu'en fait, toute l'énergie est utilisée pour faire tourner les roues. Il y a plus de déperdition, quasiment plus de déperdition en chaleur. Donc déjà, si on bascule un trafic thermique, enfin des véhicules, un parc thermique vers un parc électrique, on va gagner en gros 2 tiers de consommation en moins. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, on est sur des énergies qui sont non carbonées. En revanche, et ça, c'est ce qu'on constate, alors les freins à ça, c'est notamment de basculer vers des véhicules qui vont être plus gros. Si on remplace un petit véhicule thermique par un gros SUV électrique, évidemment, le constat va pas être tout à fait le même. Ça pose des questions de disponibilité des ressources, voilà, de certains métaux, cuivre notamment. En revanche, quand on regarde en fait l'évolution de l'électrification du transport routier, alors il faut encore une loupe, comme vous le disiez, hein, ça se voit pas. Voilà, quand on fait le bilan global, quand on fait un focus uniquement sur les véhicules électriques, on voit qu'on est quand même sur une croissance exponentielle. Mais on part de tellement peu
que voilà, ça reste à être confirmé. Il y a des objectifs qui sont assez marqués. Il y a où il y avait une réglementation, notamment européenne, hein, qui visait à interdire à partir de 2035 la commercialisation de véhicules particuliers thermiques, qui a été revue, alors dont les objectifs ont été revus à la baisse. Enfin, ça peut être un peu nuancé parce que finalement, on reste quand même sur des objectifs assez forts. Donc, on s'attend quand même à une électrification assez marquée du transport routier et derrière à une baisse significative qui devrait enfin arriver. Mais est-ce que c'est utopique? Non. Est-ce que c'est ambitieux? Oui. Voilà, ça veut dire que d'ici une dizaine d'années, il y aura un paquet d'efforts à faire en fait en termes d'électrification du transport routier, et ça pose aussi tout un tas de questions technologiques sur l'autonomie des véhicules, mais aussi logistiques sur la disponibilité de bornes de recharge et sur une production d'électricité qui va devoir suivre aussi de l'évolution de la demande et une structure, même dans la suivre en termes de quantité et en termes de temporalité, notamment. D'accord. Ouais. Oui. En fait, j'ai une remarque et une question. Donc, ma remarque rejoint celle de Jean-Louis Bobet au sujet de la classification des pompes à chaleur, un peu à part. Moi, ça me semble un peu biaisé, hein. Je pense ça serait judicieux de se focaliser sur la ressource. Donc la ressource c'est l'électricité, la pompe à chaleur c'est l'électricité, et après dans l'électricité, regarder en détail comment est consommée cette électricité. Et j'ai un peu la même remarque pour euh, les, euh, les réseaux de chaleur. À un moment, la chaleur elle est faite par une ressource, et un réseau de chaleur ça peut être derrière par exemple de la biomasse, donc ça peut être du bois, comme ça peut être autre chose, quoi. Donc là, c'est juste une remarque. Alors après, je sais le problème, hein, c'est que vous basez, vous l'avez indiqué sur des données de l'INSEE, et que c'est difficile après de faire le tri dans tout ça. Ma deuxième intervention, c'est vraiment c'est une question. Merci pour toutes ces données. Moi, je m'intéresse plus particulièrement à l'industrie, au secteur de l'industrie. Donc j'ai vu que c'était le secteur papier-carton qui est le plus consommateur d'énergie dans la région. Et est-ce qu'on a des détails de cette consommation? Est-ce que vous avez des données un peu plus précises, secteur par secteur? Comment est consommée l'énergie? Ouais, alors on peut avoir des détails en fait sur la complexité sur l'industrie. Alors avant de répondre sur l'industrie, pardon, je vais juste me permettre de compléter ce que vous disiez auparavant sur la partie pompe à chaleur. On va en reparler en fait dans les productions ENR. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les pompes à chaleur comme sur les réseaux de chaleur, on a ce détail. C'est-à-dire qu'on ne se base pas que sur les statistiques INSEE, hein. Derrière, on a une idée je crois qu'on a identifié à peu près 400 réseaux de chaleur, par exemple, sur la région. Et l'idée, c'est de voir quelle est l'énergie qui est utilisée pour produire la chaleur. Donc, ça peut être de la biomasse, des fois, ça peut être du gaz, des fois, il y a un mix entre plusieurs sources d'énergie. Donc, ça, on va le suivre. Mais derrière, ce qu'on comptabilise, en fait, dans la terminologie qu'on utilise, c'est vraiment le terme énergie finale, c'est-à-dire que les utilisateurs, eux, utilise un réseau de chaleur. Il faut alimenter ce réseau de chaleur, mais quelque part qu'il soit alimenté par du bois ou du gaz, en fait, derrière, le consommateur lui utilisera du réseau de chaleur. Donc on fait bien cette distinction. Et pareil sur les pompes à chaleur, l'idée c'est de distinguer la consommation d'électricité pour alimenter la pompe, qui est une consommation d'électricité, et la consommation, par contre, ensuite complémentaire, qui est apportée par la pompe à chaleur. Voilà, en fonction des coefficients de performance énergétique notamment. Donc il y a bien cette distinction hein, qui va être faite. Sur l'industrie, ce que je peux vous dire en fait, c'est que en réalité derrière sur notre source principale de données en fait sur l'industrie, qui est on va dire un point fort et un souci en fait qu'on peut avoir, c'est que c'est une enquête réalisée par l'INSEE qui s'appelle l'EACEI. Donc c'est enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie. Qui est réalisé, il y a de mémoire, il y a 900 établissements dans la région qui sont enquêtés. Alors c'est une enquête nationale, hein, mais il y a 8 ou 900 établissements qui sont enquêtés à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
Dans cette enquête, on va avoir des informations sur, donc établissement par établissement, sur les niveaux de consommation assez fins en fait par type d'énergie et l'usage qu'en est fait. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est pour produire de la chaleur derrière, est-ce que c'est pour produire de l'électricité, etc. Donc ça nous permet d'avoir en fait une connaissance assez intéressante, on va dire, des consos dans le secteur. Le problème qu'on va avoir, c'est que ce sont des données qui sont qui sont sous le régime du secret confidentiel, du secret statistique, et donc on ne peut pas retransmettre ces données et on est soumis du coup aux règles du secret statistique dans les données qu'on diffuse. Alors c'est un sujet, on essaye de militer pas mal en fait là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de données énergétiques qui ont été ouvertes ces dernières années. L'industrie, ça en fait pas partie. Du moins pas complètement. On peut récupérer des consos d'électricité ou de gaz, mais pas encore les autres. Voilà, donc on a un niveau de détail qui est intéressant. Par contre, c'est pas du tout sûr qu'on puisse leur transmettre, malheureusement, parce que voilà, on est souvent un petit peu coincé par ces règles de secret stat. Ok, merci. Bon, c'est compréhensible hein, que dans ce secteur-là, on puisse pas diffuser toutes les données. Oui. Alors, merci beaucoup. Juste deux petites questions plus sur l'agriculture. Est-ce que, première question, le protoxyde d'azote, j'imagine, il est surtout émis par le secteur agricole, mais est-ce que j'avais quand même une curiosité de savoir si c'était uniquement le secteur agricole ou il y a quand même une part non négligeable liée à l'industrie? Et la deuxième question, c'est, je vois sur l'agriculture, là, alors peut-être j'anticipe, vous allez peut-être parler de production après, mais j'imagine qu'entre 2010 et 2024, il y a eu une augmentation de la production d'énergie avec le biogaz et tout ça dans le milieu agricole. Et je vois qu'en fait, c'est que du fossile et un peu d'électricité qui est utilisé. Donc, est-ce que ça veut dire que les agriculteurs n'utilisent pas du tout de biogaz pour leurs propres besoins énergétiques? Alors, je vais répondre. Ce que je vais faire, vous voyez, concernant le protoxyde d'azote, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir. Je vais regarder par département. Je vais aller voir en même temps que vous, en fait, les émissions de gaz à effet de serre. Ça me permettra de vous faire une démonstration des données, en fait, qui sont disponibles à l'échelle de la région. Et vous voyez, si on regarde uniquement le N2O, la répartition, c'est qu'on est essentiellement sur l'agriculture. Il y a un petit peu en fait dans le transport routier et un petit peu dans le traitement des déchets aussi. Voilà. Mais en tout cas, on est essentiellement en fait sur les émissions de protoxyde d'azote, on est essentiellement dans l'agriculture. Et si on regarde inversement les GES dans l'agriculture, hop. Ah oui, j'ai pas le détail. Ah zut, là il y aura pas le détail par usage, mais on est voilà à peu près 45% d'émissions de méthane, c'est 16% d'émissions de CO2, ouais j'avais dit 15, et un peu plus de 35% d'émissions de protoxyde d'azote. Voilà, je sais pas si ça répond en fait à votre première question. Oui, absolument, oui. Alors après, deuxième question sur le biogaz. Donc alors j'enlève cette voilà la plateforme. Sur le biogaz, on va le voir en fait dans les prods ENR. On fait justement un suivi en fait des installations de méta. Alors installation de méta, j'ai pas présenté le détail parce qu'il y a des méthanisations agricoles, mais pas que. Il y a aussi des méta industriels ou autres. J'ai pas présenté de détails par typologie, mais je vous montrerai en fait ce que vous pouvez avoir qui répondra peut-être à votre besoin. Mais en effet, dans les installations de méta, souvent les productions agricoles, elles sont pas consommées par le secteur agricole. Elles vont être consommées par ailleurs. Voilà, mais c'est bien comptabilisé. On va les voir dans les prods ENR. Merci. Ok. Combien d'unités de méta en Nouvelle-Aquitaine? Alors, je devrais le savoir par cœur, mais je dirais qu'il y en a entre 130 et 140.
Voilà, je devrais le savoir parce que c'est une filière qu'on enquête nous-mêmes en fait. Voilà, donc je dirais peut-être même d'ailleurs plus près de 140 que 130 parce que c'est une filière qui repart pas mal en ce moment. Alors, bah, on va attaquer justement les productions ONR. Alors, je vais essayer. Ce sera peut-être un petit peu moins long, j'espère. Alors, il y aura toujours autant de chiffres, mais ce sera peut-être un petit peu moins long à voir. Donc, la production d'énergie renouvelable, pour vous donner un ordre d'idée, on est un peu plus de 45 TWh en fait à l'échelle de la région. Je rappelle, la consommation d'énergie, c'est 160. Voilà, pour avoir un point de repère. Plusieurs éléments à avoir en tête. Premièrement, les productions d'énergie renouvelable en Nouvelle-Aquitaine, mais même plus généralement en France, les premières filières, c'est lié à la production de chaleur, pas à la production d'électricité. Souvent, quand on parle de NR, alors c'est le cas pas mal avec du grand public, mais on va nous parler solaire PV ou on va nous parler d'éoliennes. La première source de production de chaleur, la première source de NR, c'est la chaleur. Donc c'est plus de la moitié de cette production. Et c'est avant tout ce qu'on appelle alors biomasse thermique. Biomasse thermique, c'est un terme un peu raccourci hein, pour que ça puisse rentrer ici. C'est hors bois énergie des ménages. C'est en gros tout ce qui est chaufferie, bois, industriel, territorial, collective ou autre. C'est la première filière en Nouvelle-Aquitaine, c'est ce que vous avez en vert un peu foncé là ici. C'est porté essentiellement par les papeteries, en fait, ce que je disais tout à l'heure, les chaufferies des papeteries. C'est pas les 11 TWh, les papeteries, mais ça va bien en être 8 ou 9. Et c'est une particularité forte de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est-à-dire que la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région en termes de production liée à cette filière, biomasse thermique. La deuxième filière qui arrive derrière, c'est bois énergie des ménages. Donc, c'est encore de la biomasse solide, où on est à près de 10 TWh. Pareil, Nouvelle-Aquitaine, on est dans les deux, je crois qu'on est la deuxième région, voilà, en termes de volume de prod ENR. Un point de détail, ça c'est par convention. Par convention, la production d'énergie renouvelable liée au bois énergie des ménages, c'est égal à la consommation de bois, consommation de bois énergie des ménages. Donc, je vous parlais de consommation tout à l'heure, la production, là, c'est équivalent. Ça, c'est une particularité pour cette ligne-là, et voilà, c'est une question de convention. Troisième filière sur la production de chaleur, ce sont les pompes à chaleur. Là, on parle bien uniquement de la part renouvelable. Hein. On ne parle pas de questions d'électricité. Les pompes à chaleur, c'est ce que vous avez en violet ici. C'est là, ce qui est intéressant à avoir, c'est que c'est quelque chose qui se développe pas mal. On va le voir après. Et donc qui prend, enfin voilà, qui prend de l'ampleur. Les autres ENR thermiques, donc dans les autres ENR juste, thermiques. si je peux me permettre, Ouais. puisqu'on aborde ça, pourquoi vous classez les pompes à chaleur dans la partie renouvelable? Parce que là, on prend uniquement la partie renouvelable des pompes à chaleur. Donc pompe à chaleur géothermique, D'accord. pompe à chaleur RO, voilà. Mais Ouais, c'est uniquement la partie renouvelable, c'est pas la consommation d'électricité, c'est bien ce que je dis. Hein. Là, c'est la production de chaleur issue de ces pompes et uniquement leur partie renouvelable. Ouais. En fait, c'est la production de chaleur, des pompes à chaleur dont l'origine est renouvelable. Oui, c'est ça. Ok, merci. Excusez-moi. Non, pas de problème. Non, au contraire, si c'est pas clair, faut pas hésiter. Mais ça fait vachement bizarre quand on voit juste le terme générique PAC et que vous le classez en énergie renouvelable. Voilà, pour ça. Oui, d'accord. Oui, non, c'est. Enfin, on va y venir après parce qu'il y a toute une évolution d'ailleurs de la nomenclature sur les packs, voilà, qu'on a initié il y a pas très longtemps. Et sur les autres ENR thermiques, donc les autres ENR thermiques, c'est tout ce qui est solaire thermique, géothermie. Alors là, je parle de géothermie profonde, biogaz, donc production de chaleur issue des installations de méthanisation, toute la partie renouvelable aussi de chaleur issue de l'incinération de déchets, c'est 0,8 TWh. Une des particularités de la prod de chaleur, c'est que en gros, mis à part les pompes à chaleur, la partie pompe à chaleur, le reste évolue relativement peu. C'est-à-dire qu'on est plutôt stable en fait depuis une dizaine d'années, avec des variations d'une année sur l'autre, mais on est plutôt stable. L'électricité, c'est un tiers de la prod ENR. Par contre, c'est en forte augmentation.
En fait, en 2010, c'était essentiellement dû à l'hydroélectricité, donc c'est la partie bleu foncé qui est ici. Et depuis, en fait, se sont ajoutés, alors notamment le solaire PV, la partie en rouge. Pour info, le solaire PV, c'est devenu, alors à part en 2024, ça on va y venir après, c'est devenu la première filière de production d'électricité renouvelable en Nouvelle-Aquitaine. Le solaire PV, la Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région en France. Et ça, c'est dû essentiellement à deux départements, la Gironde et les Landes. Troisième filière, éolien. Éolien, alors on a eu une évolution, une évolution qui est plus modérée maintenant depuis quelques années. Pareil, on va y venir après. Les autres filières en termes d'électricité, donc on va appeler ça plus biomasse électrique. Ça peut être, en l'occurrence, ça peut être des papeteries qui, quand elles produisent de la vapeur à partir de déchets de bois, eh ben, vont en profiter pour faire tourner un alternateur, produire de l'électricité et soit consommer cette électricité, soit la réinjecter sur le réseau. Ça va être des installations de méthanisation qui font de la cogénération et qui produisent aussi, qui produisent aussi de l'électricité. Quelques centrales de Prodélec en biomasse, mais je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Je ne sais même plus s'il y en a encore. Une autre filière qui est entre guillemets encore marginale, mais qui se développe quand même assez vite maintenant, c'est l'injection de biométhane. Donc là, on est toujours sur la méthanisation. C'est la partie en jaune que vous avez ici. Elle était à 0 en 2015 et là maintenant, on est à un peu plus d'un térawattheure en fait. Donc là, c'est l'injection de gaz issu de méthanisation dans les réseaux et qu'on va utiliser ensuite quand on consomme du gaz. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'évolution depuis 2010, en termes d'ENR thermique, on est sur une évolution qui est assez raisonnable. Par contre, sur les ENR électriques, on a une augmentation qui est assez marquée. On va regarder, alors là, l'idée, c'est de rapporter en fait les productions d'ENR avec nos besoins énergétiques. On voit que, en gros, en Nouvelle-Aquitaine, on a un peu moins de 30% de nos besoins énergétiques qui sont couverts par des ENR. Un peu moins de 30%, c'est mieux que la couverture nationale. Au niveau national, on doit être à 23, je crois, un truc comme ça. Pour info, quand on regarde l'électricité, on est un peu plus d'un tiers, 36%. Sur la partie gaz, on est alors à un peu plus de 5%. On est à 5, je crois qu'en arrondissant, on serait plutôt à 6, si je dis pas de bêtises. Mais je dis peut-être une bêtise. Et l'essentiel des besoins, c'est plutôt sur la partie chaleur, ce que je disais tout à l'heure, notamment lié à la chaleur industrielle, aux besoins en chaleur industrielle, où là, quasiment 50% des besoins en chaleur, en fait, sont couverts par des ENR thermiques. Et après, sur la partie mobilité, c'est les biocarburants. Biocarburants, en le faisant très grossièrement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que normalement, dans les biocarburants, on ne prend pas en compte la production de biocarburants sur un territoire, parce qu'en plus, ça peut porter à discussion, c'est-à-dire que une production de biocarburants, est-ce que ce sont les usines qui sont présentes sur un territoire ou est-ce que ce sont les cultures qui servent à produire les biocarburants? Voilà, enfin, il y a plusieurs manières de compter une production, mais plutôt les taux de biocarburants qui sont incorporés dans les carburants consommés sur le territoire. Après, pour info, la production de biocarburants, des usines de biocarburants en Nouvelle-Aquitaine, c'était jusqu'à il y a peu à peu près équivalent à ce qu'on consommait en termes de biocarburants. Maintenant, c'est un petit peu moins. Parce que voilà, on a des taux d'incorporation de biocarburants qui vont augmenter. Mais voilà, les besoins couverts en mobilité, couverts par les biocarburants, forcément, on est assez faible. Cette décomposition qu'on voit ici, elle n'est pas évidente parce que de plus en plus, si on est sur de la mobilité électrique, par exemple, il faudra se poser la question de savoir comment on classe la part des ENR ou la part d'électricité renouvelable, dans quelle mesure ça vient répondre aux besoins de mobilité ou aux besoins d'électrique, quoi. Voilà. Je vous propose de faire un focus sur quelques filières ENR. Alors, il y a pas mal de trucs en fait qui sont présentés. Je peux tous vous les présenter un par un, mais quelque part vous aurez le diaporama derrière, donc vous aurez les infos. Peut-être que ce qui peut être plus intéressant pour vous, c'est qu'on fasse des focus sur certaines filières en fonction de ce qui vous intéresse.
Donc, si ça vous va, je vais peut-être, avant chaque filière, vous demander si on détaille ou pas, ce qui permettra de passer plus de temps là où c'est intéressant. Voilà. Du moins là où c'est intéressant pour vous. Alors, avant de commencer, ouais, juste avoir une idée du panorama, ça c'est la répartition des productions ENR par département. Vous avez les ENR électriques à gauche et les ENR thermiques à droite. Ce qui est intéressant, c'est si on regarde déjà les ENR électriques, c'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes répartitions, c'est pas homogène du tout. Concrètement, et ça paraît logique hein, quand on creuse un petit peu, dans le 64, en fait, dans les Pyrénées et dans l'Aix-Limousin, surtout d'ailleurs dans la Corrèze, on a une grosse part de l'hydroélectricité. D'accord? Donc c'est la partie bleue en fait que vous avez ici. Sur les départements de la Gironde et des Landes, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une grosse partie rouge, c'est la filière solaire PV. Et dans l'Aix-Poitou-Charentes et la Creuse, un petit peu, enfin le Haute-Vienne et Creuse, on a une partie en fait rose, là c'est l'éolien. Donc en gros, on a vraiment des répartitions géographiques assez marquées en fait entre les trois principales filières, éolien, PV et hydro, qui sont pas sur les mêmes territoires, on va dire. Et alors, sur la partie filière renouvelable thermique, le premier constat, c'est que les échelles sont les mêmes. En fait, les disques sont plus gros. Hein, ça reprend ce que je disais tout à l'heure. L'essentiel de la production NR, elle est plutôt liée aux ENR thermiques. Vous allez avoir en fait trois départements qui ressortent avec le vert foncé. C'est les biomasses thermiques. En fait, c'est là où il y a des papeteries. Donc, ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure. Et ensuite, alors, c'est un peu grossier, mais la partie vert clair, c'est Beau Énergie des ménages, c'est plus ou moins en fonction de la population présente. Alors, évidemment, aussi en fonction du parc d'appareils, hein, mais voilà. Et l'autre partie aussi en violet, donc ce sont les pompes à chaleur. Là, par contre, sur les pompes à chaleur, c'est clairement lié à la population ou au logement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la répartition des données de pompes à chaleur, c'est pas quelque chose c'est pas la donnée la plus fiable. C'est-à-dire que concrètement, on ne sait pas sur une commune combien il y a de pompes à chaleur et quelle est leur typologie installée. Hein. On a des données souvent qui sont régionales, voire des fois des données nationales qui nous permettent d'estimer un petit peu une répartition. Donc voilà, c'est forcément derrière la clé de répartition. De mémoire, je crois qu'on prend plutôt la répartition des logements ou des maisons individuelles. Je sais plus, je crois que c'est les logements. Et voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pas à prendre au deuxième chiffre après la virgule à l'échelle des communes. Quoi. Voilà. Euh, oui, pardon, j'avais pas vu. Oui, oui, j'allais intervenir à la fin. Moi, j'avais une question sur la partie de gauche ENR électrique, sur le solaire PV. Tout ce qui est en aval compteur chez les gens, est-ce que ça c'est comptabilisé ou pas? Enfin, le PV autoconsommé? Parce que ça doit pas être vraiment vu du réseau, ça, non? Et non, et ça, c'est une très bonne question. C'est un des sujets en fait sur lesquels on va bosser cette année. En fait, l'autoconso, c'est actuellement, ça n'apparaît pas. Alors, nous, les premières estimations qu'on a, c'est que c'est pas encore d'un point de vue comptable, c'est pas encore très grave parce que on reste encore dans l'épaisseur du trait quand on regarde les volumes de consommation et les volumes de production. Mais il faut qu'on trouve un moyen de l'estimer avant que ça devienne un problème. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a fait rentrer justement dans le programme de travail de cette année. Et pour tout vous dire, on réfléchit en fait, je vous l'ai pas dit, mais on a des homologues en fait dans toutes les régions en France. Et j'en ai parlé hier en interne. Je crois qu'il y a 2 autres régions qui sont intéressées pour bosser sur le sujet. Donc on va probablement bosser à 3 sur ce sujet-là pour voir comment on peut produire un certain nombre de chiffres sur l'autoconso. On a des noms d'installs en autoconso, on a de la puissance associée en autoconso, mais on n'a pas de données de production réelle en autoconso actuellement. Et enfin voilà, nous ça fait plusieurs années qu'on se posait la question, mais sans vraiment s'emparer du sujet, en se disant bah tiens, si on trouve des données, ce serait bien. On questionnait l'EDIS par exemple, mais voilà, on trouvait pas, etc. Et là maintenant, on va bosser sur ce sujet-là. Mais donc pour le moment, en effet, vous avez raison, c'est pas c'est les données en termes de gigawattheure, par exemple, incluent pas l'autoconso.
Ah, ok, ouais, un sujet très intéressant en tout cas. Merci. Alors, si on regarde le détail filière par filière, ce que je vous disais, je vais peut-être vous proposer en fait peut-être de donner deux, trois éléments filière par filière, mais pas de commenter l'ensemble de la slide. Si on regarde le bois énergie des ménages, deux choses à avoir en tête sur le bois énergie des ménages. Premièrement, c'est la seule filière où la production est en baisse au fil du temps. Pourquoi? Alors, il y a ouais, un effet majoritaire, on va dire, c'est le renouvellement du parc d'appareils. C'est-à-dire qu'on a quand même des parcs d'appareils qui tendent à être plus récents et qui sont beaucoup moins consommateurs en fait que les vieux foyers en fait qu'on pouvait avoir ou les vieux inserts. Et donc, mécaniquement, ça fait baisser en fait la consommation de bois pour se chauffer, parce qu'on a un meilleur rendement. Et en fait, comme je vous disais tout à l'heure, vu que par convention, la consommation et la production sont équivalentes, et ben c'est les seuls, en fait, c'est la seule filière où on a une production qui diminue et où on s'en félicite, en fait. Enfin, voilà. Parce que ça ne se traduit pas derrière par une baisse du recours au bois, mais plutôt par une amélioration du parc d'appareils et des gains qu'on peut avoir derrière d'un point de vue économique, parce que ça coûte moins cher, et d'un point de vue des co-bénéfices qu'on peut avoir notamment sur la santé, en lien avec les problématiques qualité de l'air, notamment. Un autre point à avoir en tête, c'est que le bois énergie des ménages, c'est la donnée la plus compliquée à connaître pour tout un tas de raisons, et le moyen, le moins mauvais, on va dire, pour connaître les consos de bois énergie des ménages, c'est de procéder à des enquêtes de consommation qui coûtent très cher et qui sont assez complexes à mettre en place. On a la chance, en fait, que l'ADEME a réalisé ce type d'enquête il y a 2 ans maintenant. On est en train d'éplucher les résultats pour les intégrer et pour affiner un petit peu nos chiffres de production de NR. Et la première conclusion, c'est que nos chiffres sont vraisemblablement surestimés. Donc on devrait avoir, en fait, on a sous-estimé la baisse de la consommation ou de production NR. Donc les chiffres qu'on a là sur, il y avait deux. Ah oui, là c'est la donnée 2020, mais oui, en 2024, les chiffres qu'on a sur 2024 sont vraisemblablement trop élevés. On n'est plus à 9,4 TWh, mais on doit être à 8,5 ou quelque chose comme ça. Voilà, je vais pas. Enfin, est-ce que vous souhaitez qu'on aille un peu plus dans le détail par type d'appareil, etc., ou est-ce que c'est pas forcément des sujets qui, voilà, je vous laisse lever la main en fait et enfin dire hein, si vous voulez qu'on aille plus loin. Alors, d'un autre côté, en fait, on a tout ce qui est partie biomasse thermique, donc hors bois énergie particulier, où là, ce qu'on disait, hein, 90% de la production, c'est lié aux installations industrielles, papeterie, mais pas que derrière. Et là, on est en augmentation. Ça veut dire que, en fait, dans l'ensemble, quand on prend bois énergie des ménages et biomasse thermique plus industrielle, on va dire, on a des prélèvements de bois qui restent à peu près constants à l'échelle de la région. Mais voilà, avec une augmentation sur la filière biomasse thermique et une baisse sur le bois énergie des ménages. Donc voilà, et une bascule qui s'est faite depuis 2015, en fait, du coup, la biomasse thermique est devenue la première filière. Pompe à chaleur, on en parlait tout à l'heure. Donc là, les pompes à chaleur, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on parle bien derrière, ce sont les pompes à chaleur, enfin le géothermique, celles qui sont sur-aquifères aussi, et la géothermie profonde. Là, elle n'est pas inclue en fait. Je l'ai indiqué ici, mais en réalité, il y a le chiffre global ici, mais j'ai pas détaillé en fait sur la géothermie. Je m'en excuse. Géothermie, on est sur 0,2 TWh. Hein, c'est pas la majorité. C'est la filière de prod de chaleur en fait qui se développe. Quand on regarde dans le détail, en fait, par type de pompe à chaleur, par exemple, on voit qu'on a des pompes à chaleur. Alors, pompes à chaleur géothermique, on en a à peu près 12 000 maintenant. Donc, ça commence à être pas mal, mais voilà, ça reste quand même plus raisonnable. Ce qui est intéressant, c'est de voir les packs RO, en fait, qui ont tendance à se développer assez fortement, plus que ce qui était prévu, en fait, il y a quelques années.
Évidemment, il y a aussi énormément de packs RR. Alors, on ne prend pas en compte toutes les packs RR, hein. Uniquement celles qui peuvent être considérées comme produisant de l'ENR et uniquement dans leur partie renouvelable, hein, encore une fois. Mais ça reste la majorité en termes de parc. Voilà. Après, en termes de production, il me semble, mais je vous dirais peut-être une bêtise, que les packs RO en fait sont plus productifs en termes de NR, quoi. Donc voilà, on va dire de manière unitaire. Un autre point, alors solaire thermique, ça c'était indiqué pour info, c'est une filière qui est assez marginale, qui avait en fait, au niveau national comme au niveau régional, il y avait beaucoup d'ambition en fait sur le solaire thermique il y a quelques années. Et bah, on voit que c'est une production qui décolle pas. Voilà, vous voyez, c'est passé de 0,14 à 0,19 TWh entre 2015 et 2020. On avait prévu que que ce serait de 0,14 à 0,7. Et en fait, on voit bien que l'installation de chauffe-eau solaire, ça ne prend pas. Donc, c'est vraisemblablement quand on demande aux enfin, c'est intéressant de demander aux installateurs en fait pourquoi ça ne prend pas. Visiblement, il y a des questions un peu d'ordre technique, d'ordre économique aussi, où c'est plus difficile en fait de gagner en rentabilité avec ce type d'install. Solaire PV, on en parlait tout à l'heure. Alors, au niveau du solaire PV, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Nouvelle-Aquitaine, première région en termes de production, et de loin, je crois maintenant. On était un peu au coude à coude avec l'Occitanie pendant longtemps, mais je crois que c'est plus le cas. Ça, c'est dû à deux départements, la Gironde et les Landes, qui sont les deux premiers départements en termes de puissance installée et de production à l'échelle nationale. Par contre, derrière, attention, ce qu'il faut voir, c'est que ce sont les installations, les grosses installations en fait, qui jusqu'à maintenant ont poussé, ont dopé, on va dire, l'augmentation de la production. Et clairement, la Gironde et les Landes, en fait, ce sont des endroits où il y a des grands parcs au sol. Et en fait, ce sont ces styles d'installation en fait, qui boostaient les productions ENR. Il y a un warning quand même qu'on peut avoir, c'est qu'a priori, à l'avenir, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de parcs au sol que ce qu'on a connu en fait sur les 10 dernières années, voire beaucoup moins. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir passer par l'installation de parcs plus petits et sur des typologies différentes qui sont souvent moins rentables. Et donc, un des enjeux, c'est d'arriver à garder une dynamique, en fait. Pour le moment, elle y est, hein. Pour le moment, elle est conservée, mais il faut arriver à conserver cette dynamique en fait d'installation et d'augmentation de puissance en fait pour arriver à suivre le rythme. Il y avait des objectifs très ambitieux de développement de la production solaire PV. Donc voilà, il y a un enjeu en fait pour arriver à suivre le rythme et atteindre l'objectif à l'horizon 2030. Enfin voilà, je survole hein, juste encore une fois. Pour l'éolien, alors la particularité de l'éolien, je vous disais tout à l'heure, j'ai mis en fait une carte avec l'installation des parcs et on voit bien qu'il y a une énorme, enfin voilà, une grosse concentration sur le nord de la région et bah, quasiment aucun. Je crois il doit y avoir un parc en Dordogne, mais je crois qu'il y a encore aucun parc en fait sur l'ex-Aquitaine par exemple. L'éolien, il y a eu un développement qui a été assez soutenu. Alors, pas au niveau du rythme, il y avait une grosse ambition en fait régionale sur l'éolien. Si je dis pas de bêtises, la Nouvelle-Aquitaine, ça reste la 3e ou 4e région en termes de prod éolienne. Alors, il y a des régions qui sont loin devant. Hauts-de-France, Grand Est notamment, voilà, sont loin devant. Mais la Nouvelle-Aquitaine est plutôt assez développée en matière d'éolien. Occitanie aussi, je crois, est loin devant. Mais c'est un rythme en fait qui se ralentit pas mal. Derrière, il y a ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas une filière qui est très populaire. Il y a beaucoup de réticences en fait maintenant à l'installation de parcs éoliens et il y a des réticences à la fois sur le nord de la région, c'est-à-dire en faisant très très réducteur, on a déjà beaucoup de parcs donc on n'en veut pas plus. Et il y a aussi des réticences dans le sud de la région disant on n'en a pas et on n'en veut pas.
Voilà. Sachant que derrière, il y a aussi beaucoup de freins techniques. Il y a plein de zones dans l'ex-Aquitaine en fait, sur lesquelles il n'est pas possible d'installer des parcs éoliens, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue réglementaire. L'hydroélectricité, alors l'hydroélectricité, c'est un cas intéressant parce que et en fait c'est pour ça que j'ai mis ce graphe-là. En fait, ce graphe-là, ça montre l'évolution de la production hydroélectrique en Nouvelle-Aquitaine depuis une dizaine d'années. Il faut savoir que la Nouvelle-Aquitaine, c'est une région qui est et c'est assez rare finalement, une région qui est assez moyenne en termes de production hydro. En France, en fait, il y a des régions où l'hydro est très développé, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie notamment, et dans beaucoup de régions, il n'y a pas ou très peu d'hydroélectricité. En Nouvelle-Aquitaine, c'est une des régions sur lesquelles il y en a un petit peu, en fait. Voilà, avec un potentiel de développement qui est assez limité. A priori, on est plutôt sur de l'actualisation, enfin de la modernisation d'installations existantes. Quelques nouvelles installations de petite taille en fait qui peuvent être envisagées, mais qui vont pas doper, on va dire, la production régionale. Par contre, ce qui est intéressant, alors ça aurait presque été intéressant que je mette aussi un historique plus ancien, c'est qu'on voit en fait une évolution de la production en dents de scie qui a tendance à s'accentuer. Et derrière ça, c'est à relier notamment avec le changement climatique et la variabilité des précipitations annuelles. Alors, c'est pas uniquement dû au changement climatique, attention, mais il y a un gros, il y a un fort lien en fait de dépendance entre les niveaux de précipitation et les niveaux de production. Et donc les années concrètement, là on a 2022 qui était une année particulièrement sèche, et là on a 2024 qui est une année particulièrement pluvieuse en fait. Et l'écart entre les deux, dans certains départements, je ne sais plus si c'est les 64 ou la Corrèze, la production a été multipliée par 3 entre 2022 et 2024. Voilà. Donc, ça peut avoir des conséquences à l'avenir, notamment sur l'utilisation. Pendant longtemps, on a utilisé l'hydro un peu comme énergie de base ou énergie modulable, en fait, assez facilement. Et ben là, en fait, en fonction des conditions climatiques de l'année, on se rend compte que ce sera peut-être pas possible. Voilà. Un dernier point, donc situation par rapport aux objectifs régionaux. Alors, ce que je vous disais, je suis désolé, j'en ai déjà parlé un petit peu avant. Donc, les principaux objectifs qui sont encore en vigueur, c'est le SRADET, avec voilà, une stratégie détaillée climat et énergie. Alors, je ne rentre pas dans le détail, hein, je pourrais vous donner le lien en fait où trouver les documents. Alors, ça, c'est un graphique qu'on présente habituellement. Alors, je vais vous présenter en fait d'abord la partie haute du graphe qui présente en fait l'évolution des consommations d'énergie. C'est la ligne brisée que vous avez ici. Et en pointillé, ce sont les objectifs du SRADET à l'horizon 2030 et à l'horizon 2050. Ce qu'on constate, c'est qu'en termes de production d'énergie, on voit la baisse de moins 10% en fait, dont j'ai parlé tout à l'heure. On voit qu'en fait, c'est une baisse qui n'est pas suffisante pour suivre la trajectoire qui était prévue dans le cadre du SRADET. Malheureusement, il n'y a que en 2020 en fait où on arrivait à la suivre, avec le contexte hein, qu'on connaît évidemment. On voit qu'en termes de sobriété, il y a encore des efforts à faire pour arriver à suivre la trajectoire qui était initialement prévue. Ce que vous avez en dessous, en fait, c'est l'évolution des productions d'énergie renouvelable sur la région. Et l'idée, les objectifs, en fait, c'est d'arriver à 50% à l'horizon 2030 de besoins énergétiques qui soient couverts par des ENR et alors pas une autonomie, mais une couverture à 100% des besoins énergétiques par des ENR en 2050. Et là, ce qu'on voit, eh ben, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on a une production ENR qui tend à augmenter, mais l'augmentation est plus timide que ce qu'il faudrait. Et donc, on a une part des ENR qu'on voit ici. En fait, on est à 28,7 là maintenant en 2024. Alors, les chiffres sont encore provisoires, mais voilà ce que ça donnerait. Et l'idée, c'est que pour atteindre 50% à l'horizon 2030, on voit qu'on n'est plus sur la trajectoire. Et derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour faire remonter ce chiffre-là, en fait, au niveau de la trajectoire, il y a une question d'augmenter les prods ENR, mais il faut aussi baisser le dénominateur. Donc, il faut aussi arriver à baisser les consommations d'énergie. Quelque part, nous, le message qu'on fait passer souvent, c'est que plus on gagnera en sobriété, moins on aura besoin de développer les ENR parce qu'on aura, on aura des gains qui seront plus faciles à avoir.
Alors, ça, c'est les premiers objectifs régionaux. Je vais juste me permettre de vous en présenter d'autres, mais assez succinctement. C'est les travaux de planification écologique dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a qui sont lancés il y a 2 ans, je crois maintenant. C'est une démarche de planification, alors pareil, coportée par le préfet de région et le président du conseil régional. C'est comme le SRADET. Le point de départ, par contre, c'est une initiative alors de la première ministre de l'époque, c'était Elisabeth Borne, si je dis pas de bêtises, qui avait lancé un secrétariat général à la planification écologique. Et l'idée, c'était de fixer des objectifs à l'échelle nationale et déclinables à l'échelle régionale en disant, bah voilà, notre objectif national est de temps, et on vous confie, en termes de réduction des émissions de GES, et ben, la charge de baisser de temps vos émissions dans les différentes régions. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est grosso modo le message en fait qui était donné derrière. Et ce que vous avez ici, c'est l'évolution des émissions de GES. Alors, c'est dans un format, dans un format de comptabilisation un peu particulier, mais qui sont indiqués avec les trajectoires qui sont prévues. Alors, à la fois en émissions sectorielles, transport, agriculture, bâtiment, industrie, déchets, et on a aussi les questions de stockage de carbone. J'ai pas évoqué le stockage de carbone, on pourra en parler aussi. Je n'ai pas prévu de slide là-dessus, mais c'est peut-être une erreur de ma part. Voilà, et l'idée derrière, c'est de pouvoir suivre ça, on va dire, secteur par secteur, avec, je rentre pas plus dans le détail que ça, mais avec derrière un suivi des actions associées. Exemple sur le bâtiment, en fait, il y a des actions liées à la réduction des consommations d'énergie fossile, ce que je disais tout à l'heure, avec des objectifs à l'horizon 2030, essayer de voir voilà, où on en est par rapport à la réalisation de ces objectifs. Voilà sur la partie ProDENR et objectifs régionaux. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires ou si je vous ai absolument assommé euh, avec des chiffres et des données dans tous les sens. Oui, C'est pas faux. Oui, bonjour. D'abord, excusez-moi pour mon retard tout à l'heure. Non, c'était juste pour partager, pour que ce soit peut-être moins monotone pour vous qui nous présentez toutes ces données, qui moi me passionnent littéralement, qui me donnent plein d'infos. Je voulais juste partager une remarque. J'ai échangé avec RTE et plus récemment avec Enedis, et RTE me disait qu'en fait, il y a énormément de demandes de raccordement, notamment pour la décarbonation de l'industrie et d'autres projets. Mais qu'aujourd'hui, là, en région Nouvelle-Aquitaine, ça rejoint ce que vous disiez, on est une région très, très avancée sur la production des énergies renouvelables, mais pas suffisamment sur la consommation d'électricité et que du coup, par rapport au développement des ENR, aujourd'hui, alors je ne dis pas que c'est à l'arrêt, mais de toute façon, il y a la PPE aussi qui va fixer les objectifs régionaux. Mais tout ça pour dire que la production actuelle d'électricité suffit très largement à pourvoir les besoins en consommation d'électricité. oui. Alors là, ce que vous dites, il y a un vrai enjeu derrière. C'est que actuellement, il y a des territoires sur lesquels la production de NR, en effet, enfin la production de NR électrique injectée sur le réseau, associée à la production électronucléaire, parce que c'est aussi, voilà, la production électronucléaire de mémoire, ça doit être une quarantaine, je crois, de térawattheures, aussi en plus. Ça, en effet, ça permet de subvenir aux besoins. On en parlait tout à l'heure sur l'électrification du transport. Il y a un vrai enjeu derrière, c'est-à-dire que plus on tarde, plus c'est compliqué en fait de justifier des développements de NR électrique. Pour autant, moi je reste quand même alors, convaincu, peut-être pas absolument convaincu, mais mon impression c'est quand même que quand faut avoir en tête que les besoins en termes de transport routier sont énormes. Donc, quand on va avoir une électrification du transport routier, qui quand même devrait arriver d'ici quelques années, le risque, c'est qu'on se retrouve très vite avec une production d'électricité qui soit à la traîne, en fait. Donc, on va avoir besoin d'être en surproduction pendant un petit moment pour absorber, on va dire, l'augmentation qui va venir et qui pourrait être assez brutale, on va dire.
Mais on a des territoires, et ça, c'est même un vrai problème, des territoires, je pense au Lot-et-Garonne et à la Dordogne notamment, sur lesquels les postes sources actuellement ne suffisent pas pour absorber des nouvelles productions ENR, et il faudrait en fait plus de consommation euh, pour avoir des nouvelles installations. Et donc, on se retrouve avec pas mal de projets en solaire PV notamment qui sont bloqués parce que tout est prêt techniquement, le montage financier est prêt, etc. Mais Enedis, c'est souvent Enedis, n'a pas la possibilité, c'est pas de leur faute, hein, mais ils n'ont pas la possibilité de raccorder parce que le poste source ne peut plus absorber. Il y a un trop fort déséquilibre en effet. Ok, je vous propose de poursuivre. Alors, je vais aller un petit peu plus vite maintenant. Ce que je vous proposais, c'était juste d'aborder en fait deux, trois sujets un peu connexes avec ce qu'on a présenté sur les consos d'énergie, et émissions de GES et Pro2NR. Encore une fois, j'ai pas parlé de stockage de carbone, mais si ça vous intéresse, j'ai pas de slide, mais on peut en parler. J'avais prévu de vous parler dépenses, précarité énergétique et puis climat en fait, mais ça peut aller vite, hein. C'était juste vous dire ce qu'il existe. Un premier point sur la dépense énergétique pour avoir une idée de la situation. Là, je rappelle en fait l'évolution des consos d'énergie depuis 15 ans, on l'a vu tout à l'heure. En contrepartie, donc l'évolution des consos d'énergie, c'est moins 10% depuis 2010. La dépense énergétique, elle a augmenté de 50%. Bon, on l'a tous, enfin, on s'en est tous rendu compte, hein, mais voilà. Ce qu'il faut avoir, donc, c'est une augmentation qui est bien supérieure à l'inflation, avec vraiment un vrai point de bascule depuis, enfin, sur la décennie 2020. En 2010-2019, on avait une augmentation de la dépense qui était liée à l'inflation, on va dire, et là maintenant, les prix des énergies en fait augmentent plus vite que l'inflation générale. Voilà. Ça pose des vrais sujets en fait en termes de dépenses, de fragilité des acteurs, à la fois des acteurs économiques, hein, on l'a vu au début de la guerre en Ukraine avec l'augmentation des prix du gaz notamment et l'impact que ça pouvait avoir sur des industriels qui devaient renégocier leur prix de gaz et qui se retrouvaient en fait avec des prix qui étaient incompatibles avec leur modèle économique, notamment. Et ça pose aussi des questions derrière. Je ne vais pas plus loin, hein, dans l'analyse, mais sur les questions de précarité énergétique, c'était aussi pour vous montrer ce qui est possible d'avoir. La précarité énergétique là, des ménages, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un observatoire, donc c'est l'Observatoire national de la précarité énergétique, l'ONPE, qui est piloté par l'ADEME en fait avec un certain nombre d'acteurs, dont dont notre réseau, le réseau des agences régionales de l'énergie, le RAR, voilà, qui est membre de cet observatoire et qui pilote notamment la mise à disposition de données à l'échelle des territoires. Et donc, il y a des calculs en fait qui sont faits pour estimer la part de ménages qui vont dépenser, alors, ou plus de 8% de qui vont consacrer ou plus de 8% de leurs dépenses pour se chauffer dans le logement, ou plus de 4,5% de leurs dépenses pour acheter du carburant. C'est pas les mêmes seuils, voilà, ça c'est par convention et voilà. Et l'idée c'est de voir un petit peu où en fait on va retrouver ce type de ménage. Derrière, ce qu'il faut avoir en tête, c'est alors je vous montre un peu l'idée de la répartition hein, qu'il y avait en 2021. Évidemment, les facteurs qui vont influer ça, ça va être les niveaux de revenus. Évidemment, ça va être aussi sur la partie logement, ça va être le type d'habitation qu'on va avoir. Est-ce qu'on est dans une vieille maison mal isolée, une maison récente, un appartement avec un grille-pain électrique ou voilà les niveaux en fait d'ancienneté d'isolation qu'on peut avoir et aussi en fait les besoins en déplacement en voiture. Typiquement, un des effets en fait qu'on voit beaucoup, c'est autour de Bordeaux en fait l'effet périphérie, avec des personnes en fait qui n'ont pas forcément les moyens de se loger trop près, qui vont s'écarter et qui vont devoir en fait avoir un peu plus de mobilité quotidienne, essentiellement en voiture, et voilà, ça va impacter leur budget. Donc voilà, c'est juste vous dire en fait que ces données-là existent.
Je rentre pas plus dans le détail et si vous aviez besoin, en fait, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir un petit peu plus. Et on pourra aussi vous orienter vers les bons acteurs si besoin. Un autre point aussi sur les questions d'empreinte carbone et d'empreinte matière. Ça, c'est pour vous dire, en fait, sur la partie émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé d'émissions des territoires. C'est un mode de comptabilisation. On regarde bien toutes les émissions qu'il y a eu sur un territoire, sans regarder en fait les émissions liées au mode de consommation, les émissions qui peuvent être importées. On a fait des calculs aussi d'empreinte carbone. Donc, l'idée de l'empreinte carbone, c'est pas de regarder les émissions qui ont lieu sur les territoires, mais les émissions dont sont responsables les habitants du territoire. Concrètement, on va retirer les émissions liées au trafic de transit, par exemple, les émissions liées aux biens qui sont exportés, et on va rajouter les émissions des biens qui sont consommés et importés par les habitants du territoire. Donc, on a, alors, sans rentrer plus en détail en fait dans la méthodologie qu'on a utilisée, un des points très intéressants en fait de la méthode qu'on avait, mais je ne sais pas si on va pouvoir le reproduire, c'était que on pouvait en parallèle de l'empreinte carbone calculer d'autres types d'empreintes, notamment les empreintes matières. Donc de quelle extraction, de quelle consommation de matière sont responsables les habitants du territoire néo-aquitain. Et ça, c'était un point qui était assez intéressant. On avait des méthodos qui étaient compatibles entre elles. Alors bon, là, je vous donne une idée du détail. On s'est inspiré, en fait, c'est nos collègues de Bretagne qui avaient mis en place la méthodo, qui est en train d'être, d'ailleurs, en train d'être vue et peut-être d'être un petit peu ajustée. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est une idée de type de résultat qu'on pouvait avoir. Donc là, vous avez à gauche l'empreinte carbone, donc c'est le nombre de tonnes en CO2 équivalent par habitant, année par année. Alors on a des calculs qui commencent à être un peu anciens, c'était 2011, 2015 et 2018, mais on voyait l'évolution, la baisse un petit peu de l'empreinte carbone, et puis la répartition selon les différents postes, entre le logement, les déplacements, les achats, etc. Et on pouvait avoir en fait un parallèle sur l'empreinte matière, alors où on avait le même type de répartition, mais on pouvait aussi avoir une répartition par type de matières en fait qui sont prélevées, que ce soit des minéraux, des cultures, des combustibles fossiles, etc., etc. Voilà, avec des informations qui pouvaient estimer l'origine en fait des différentes matières ou des émissions associées en fait. Voilà. Pareil, je ne rentre pas plus dans le détail. S'il faut, je pourrais vous renvoyer vers les sites de data en fait, sur lesquels vous aurez ces données-là qui seront à disposition. Et un dernier point, et après j'en aurai fini, c'est juste pour vous dire aussi qu'on travaille, ça c'est un sujet qui est un peu plus récent chez nous, mais à la déclinaison d'indicateurs territoriaux de vulnérabilité au changement climatique, si vous en avez besoin aussi dans le cadre de vos travaux. Alors c'est des développements qui sont encore en cours. Bon, je passe le contexte en fait parce que voilà, c'est lié notamment aux évolutions, réglementaires et puis récentes et qui ont encore lieu sur les questions de changement climatique. Ce qu'on fait, alors je passe voilà sur certains détails, mais ce qu'on fait, l'idée, c'est de croiser des indicateurs d'exposition au climat. Donc c'est l'exemple de carte que vous avez ici. C'est le nombre de nuits en fait à ce qu'on appelle les nuits tropicales, le nombre de nuits où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. L'idée, c'est d'avoir l'évolution par rapport à une situation de référence. Donc là, c'est 1976-2005. Et puis, qu'est-ce que ça donnerait en fonction des niveaux de réchauffement, de la trajectoire nationale de réchauffement et d'adaptation au changement climatique. Et en complément, on a regardé, par exemple, l'évolution de la proportion de personnes en vulnérabilité aux vagues de chaleur ou en grande vulnérabilité. Donc, ce sont ou les jeunes enfants ou les personnes âgées. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans ce type d'analyse, c'est de voir que le climat va se réchauffer un petit peu partout, mais on a des zones qui vont être plus touchées que d'autres. La population va vieillir également un petit peu partout, mais on a des zones qui vont être plus touchées que d'autres. Et on voit, typiquement, c'est le cas en Dordogne, par exemple, où la Dordogne va être soumise encore plus qu'ailleurs, en fait, à des nuits tropicales en très forte augmentation. Mais la Dordogne va être également soumise encore plus qu'ailleurs à un vieillissement de la population et donc à une part de population en grande sensibilité par rapport à ces vagues de chaleur. Donc l'idée, c'est de les aider un petit peu,
Je sais pas si c'est les aider d'ailleurs, mais c'est de les aider à prendre conscience, on va dire, des impacts en fait du changement climatique à l'échelle de leur territoire. On a fait d'autres exemples en fait d'analyses. Je rentre pas plus dans le détail, mais là, ce sont plus des analyses un peu bivariées. À gauche, l'idée, c'est de regarder le même paramètre, les nuits tropicales, et de regarder ça avec les questions d'inconfort d'été des logements, de voir la part de logements en fait qui était qui était potentiellement en défaut de gestion, on va dire, en cas de forte chaleur. Un confort d'été, c'est un terme qui est des fois qui peut être sujet à polémique parce qu'on parle pas seulement de confort, quoi. Voilà, ça peut être une question aussi de santé publique derrière. À droite, c'est un petit peu la même chose. Là, c'est une question de sécheresse, d'évolution en fait du nombre de jours avec un sol sec. Et ce que vous allez avoir aussi, c'est la part des logements qui sont exposés à un retrait-gonflement des argiles. Donc là, l'idée, c'est plus de voir des problèmes potentiellement d'assurabilité des logements à terme avec des problèmes de dégâts en fait liés à des fissures sur les logements. Voilà. Je crois pas. Ah oui, il y avait quelques autres exemples, mais l'idée c'est de dire on est en train de creuser en fait sur d'autres sujets, notamment les questions d'agriculture. Alors à la fois sur les questions de répartition, enfin de santé du cheptel bovin, ça peut être aussi l'évolution des dates de vendange. C'est ce qu'on voyait ici. Pour info aussi, mais ça vous l'avez peut-être vu passer, on a publié, mais il me semble Evelyne, ouais, tu l'avais rediffusé d'ailleurs. On a publié en courant décembre en fait une brochure avec Acclimatera sur les questions de changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, où on parle, on va dire, des effets, des actions d'atténuation et des actions d'adaptation. On a aussi en fait des indicateurs climatiques maintenant qui sont disponibles en accès libre sur Terristory. Ça va continuer à être alimenté. On a fait un webinaire ce matin à ce sujet. Voilà, je ne rentre pas plus dans le détail parce que c'est plus si ça vous intéresse, en fait, il ne faudra pas hésiter à aller y faire un tour et à poser des questions. Et là, voilà, c'est d'autres exemples de travaux en fait sur l'exposition au changement climatique sur lesquels on est en train de travailler. Toujours le but, c'est de croiser des données d'exposition, d'exposition au changement climatique passé et à venir, et de vulnérabilité, que ce soit vulnérabilité des infrastructures, vulnérabilité des personnes, vulnérabilité des activités économiques, etc. Il y a la question de la ressource en eau aussi sur laquelle on vient de recevoir des données qu'on va éplucher en fait, on va essayer de travailler sur ce point-là. Et c'est tout. Et c'est tout, voilà. Je regardais l'heure, je vois 15h53, donc j'espère que... Enfin voilà, voilà à peu près tous les sujets que je pouvais vous présenter. Encore une fois, j'ai bien conscience que là, on les a un peu survolés, même si ça a été finalement assez long. Mais l'idée, c'est plus que vous sachiez, on va dire, sur quelle thématique on travaille, on peut produire de la donnée. Et si vous avez voilà, des points qui vous intéressent plus particulièrement, il ne faudra pas hésiter à revenir ou vers moi et voilà, je retransmettrai au sein de l'équipe. Ou alors, vous voyez, il y a une adresse mail à la fin, vous aurez le support de toute façon de présentation. Hein. Je pense qu'Éline, tu vas le transmettre. Et donc voilà, on sera à votre disposition pour y répondre. Voir dans quelle mesure, évidemment, si vous nous demandez des travaux qui prennent un peu de temps, il faut qu'on puisse les inscrire dans le programme, donc c'est toujours un petit peu complexe, mais souvent dans les programmes de recherche, on va dire les financeurs sont un peu les mêmes que ceux de la REC. Hein. On peut retrouver l'ADEME et la région, donc l'idée c'est de voir aussi comment on peut faire en fonction de vos besoins pour y répondre. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté encore. J'ai fini de parler en tout cas pour le moment. Merci beaucoup, Raphaël. C'était vraiment très riche. On voit qu'il y a plein de données. Et donc, si on est un chercheur et qu'on est intéressé effectivement focalisé sur une demande précise, vous êtes en mesure de fournir des données ou ça sera un travail que vous accompagnerez parce que tout à l'heure, tu as parlé de confidentialité des données. Donc, les données peuvent être mises à disposition ou alors c'est un travail conjoint à REC plus le chercheur.
Alors, ça va dépendre en fait de quoi vous avez besoin. Il y a pas mal de données qui sont déjà à disposition, mais moi j'ai bien conscience que c'est bien de les mettre à disposition, mais il faut aussi savoir les trouver. Donc, si vous avez des besoins, déjà, on peut aussi vous orienter vers les plateformes qu'on a en vous disant, bah tiens, on vous invite à aller voir telle page et peut-être que ça répondra à votre besoin. Donc, auquel cas, ça peut se faire très facilement et très rapidement. Vous pouvez avoir des besoins sur des sujets sur lesquels on est en train de bosser. Et auquel cas, c'est aussi vous dire, bah, les données sont pas encore disponibles, mais dans quelques mois, ça le sera, et voir si ça peut répondre à votre besoin. S'il y a besoin de travaux complémentaires pour avoir des données encore plus détaillées sur un point particulier, pour étudier les questions de confidentialité, là, je peux pas forcément répondre, mais on peut regarder. Après, typiquement, dans les programmes, dans le programme de l'Observatoire, il y a quelques jours, alors c'est pas énorme, mais il y a quelques jours qui sont consacrés à la réponse à des demandes d'acteurs au sein de la région. Donc évidemment, encore une fois, on est financé par l'ADEME et les régions, donc on rend compte. Mais s'il y a de ce type de demande, alors c'est pas si ça nous demande voilà 40 jours de travail, ce sera pas possible, par exemple, ça rentrera pas. Mais si on est sur quelques heures ou quelques jours pour traiter les données, etc., ça peut rentrer tout à fait dans le cadre de cette demande. Nous ensuite on l'inscrit, voilà, et puis on peut vous transmettre des données. Ce qu'il faut avoir en tête derrière, c'est qu'on n'a pas volonté en fait à garder les données pour nous. On peut avoir des questions de modèle économique, hein, comme tout le monde, c'est-à-dire que quand des territoires, par exemple, nous demandent des données particulières chez eux et qu'on les a pas forcément, et ben ça va passer par un partenariat et un plan de travail dédié et donc une convention financée. Mais là, sur des programmes de recherche sur de la donnée régionale, encore une fois, voilà, il y a dans le programme de travail observatoire un temps limité, certes, mais un temps dédié, en fait, pour répondre à des demandes ou d'organismes de recherche ou d'autres organismes à portée régionale. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions de l'auditoire ou est-ce que vous avez tout compris, vous savez où aller chercher Bon, je pense que... Est-ce que sur le site de la règle, j'ai juste une question, parce que vous avez évoqué la méthanisation, enfin les unités de méthanisation qui se développent. Ça m'intéresserait d'avoir des données là-dessus. Je travaille à la région, pôle formation emploi. Est-ce que sur votre site, on peut trouver des données sur ce sujet-là? Ouais, on peut. Je vais vous dire, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Et je vais en profiter pour vous les mettre directement en commentaire. Vous avez une page sur notre site de DataVis, en fait, vous allez avoir un suivi qui va être fait, que vous allez avoir ici. Alors, je suis désolé, je vous la mets un peu brute comme ça. Et on fait aussi en fait les installations de méthanisation. La particularité, c'est que c'est pas sur la production de chaleur notamment, c'est pas une donnée qui existe en tant que telle. Sur les productions d'électricité, il y a un registre en fait qui permet de les avoir. Sur l'injection de biométhane aussi, mais sur la production de chaleur, c'est pas le cas. Et donc, on est mandaté en fait par l'ADEME et la région tous les ans pour traiter en fait les données de méthanisation. Alors, la particularité, c'est qu'il y a un petit décalage dans le temps, parce qu'on enquête en fait les 130 installations de méta tous les ans. Là, on a publié un bilan qui date enfin, qui est sur 2023. On l'a publié l'an dernier. Je vous le mets en pièce jointe. Et donc là-dedans, vous aurez aussi un bilan de la filière méta en Nouvelle-Aquitaine, mais sur des données 2023. Voilà. Sur les questions de production d'électricité et d'injection de biométhane, on a des données plus récentes depuis. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Raphaël, pour vraiment ce riche webinaire. On voit qu'il y a plein de données à mettre à disposition. Ça marche, je vous en prie. Juste un point, Evelyne, je vais te renvoyer le diaporama parce que j'ai modifié 2 graphes là par rapport à la dernière fois. Et alors, le diaporama, il était assez long, hein, mais je vous invite sur la 3e page, donc au tout début, il y a des liens en fait vers nos plateformes de data. Et c'est là en fait où vous pourrez trouver des données.
Donc voilà, si vous cherchez, en fait, il faut vraiment aller, voilà, page 3. Vous avez un lien vers les slides et vous pourrez ensuite naviguer et voir un petit peu ce qui est disponible. Évidemment, si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup et j'espère que l'enregistrement aura fonctionné pour qu'on puisse aussi transmettre l'enregistrement à tous ceux qui étaient présents et puis tout le réseau R3 TESNA. Merci encore Raphaël, merci Ça marche, à tous. avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous souhaite Merci une bonne beaucoup. fin de journée. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci Au pour revoir, l'intervention. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de journée. Merci.